Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui n'est pas tout à fait un inconnu pour vous, puisqu'il revient pour la deuxième fois sur le podcast. J'ai nommé François Chiron. Lors de notre premier épisode ensemble, on avait plongé dans son travail de chercheur en performance sportive et surtout dans son rôle d'accompagnateur scientifique auprès d'entraîneurs comme Adrien Taoudji, qui est le coach référent de l'INSEP en demi-fond. C'était une conversation passionnante qui avait rencontré un gros succès, on a eu de super retours sur cet épisode, donc si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous le recommande vivement. Mais aujourd'hui, on change un peu de prisme parce que François n'est plus seulement un expert scientifique au service des coachs, il est devenu lui-même entraîneur d'un groupe d'athlètes de haut niveau, le Polygone Athletics Crew basé à Paris. Dans cet épisode, on va donc explorer son nouveau rôle d'entraîneur et plonger dans sa vision de l'entraînement. Dans la première partie, François nous parlera du Polygone Athletics Crew, comment est née cette équipe, quels sont ses objectifs, et surtout comment il arrive à organiser le travail d'un collectif aussi riche avec des athlètes et des disciplines aussi variées. Dans la deuxième partie, on rentrera dans le vif du sujet, sa méthodologie de l'entraînement. On parlera de la façon dont il construit ses plans, des principes qui guident son approche et surtout de l'individualisation de l'entraînement en fonction de l'athlète. Enfin, dans la troisième partie, on évoquera son nouveau poste en Suisse et on ouvrira le débat sur l'évolution de l'entraînement. Quelles sont les tendances actuelles, quel est son retour sur les nouvelles méthodes d'entraînement et surtout à quoi pourrait ressembler la préparation des athlètes dans 10 ou 20 ans. Bref, c'est une conversation ultra riche qui va passionner tous les amoureux d'athlètes et d'entraînement. Avant de commencer l'épisode, je tenais à adresser un immense merci à toute l'équipe de Distance qui soutient désormais On Your Marks. Si vous courez, que ce soit sur piste, sur route ou sur trail, Distance c'est la boutique dont on a tous rêvé un jour. C'est une équipe de passionnés, toujours de bons conseils et qui sont là pour une seule chose, accompagner tous les coureurs. Alors si vous avez besoin de quoi que ce soit pour courir, vous le trouverez forcément chez Distance, soit dans leur boutique, soit sur leur site internet. Alors merci à eux et bon épisode. Salut François, rebonjour depuis un peu plus d'un an maintenant et re-bienvenue dans ce nouvel épisode d'On Your Marks. C'est vraiment un honneur de t'avoir pour la seconde fois à mon micro. Le premier épisode avait été super, hyper intéressant. Comme je te le disais un peu en off juste avant, un des épisodes qui a le plus plu à tous nos auditeurs. Donc je te remercie encore d'avoir participé la première fois. Et je te remercie de reprendre un peu de temps ce soir. On enregistre cet épisode après une belle séance. J'ai eu la chance de partager une séance avec toi et ton groupe ce soir. Donc c'était hyper sympa de pouvoir voir un petit peu le coach, ce qu'on va avoir l'occasion de creuser tout au long de cet épisode, mais c'était intéressant d'être là pour voir un peu toi comment tu es avec ton groupe, avec tes athlètes, voir un peu ton approche, et puis se mettre un peu minable avec deux, trois de tes athlètes, donc c'était hyper cool. Je prends pas plus de temps pour cette longue introduction. Je pense que ce qu'on va faire, si tu es d'accord, c'est que il s'est passé beaucoup de choses pour toi depuis le premier épisode. Je te propose de reprendre quelques minutes pour faire un petit point, une petite mise à jour, te représenter globalement et puis retracer un petit peu le parcours qui s'est passé depuis ces derniers mois. Bon, merci Mathis. Premièrement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Ouais. Mais concrètement, pas grand-chose non plus. C'est-à-dire qu'il y a eu en fait des projets qui se sont concrétisés et ça fait du bien, ça permet de souffler et d'avancer. Mais dans mon quotidien, au final, les missions que j'avais avant restent quasiment les mêmes, même si bien sûr il y a d'autres objectifs maintenant. Mais donc François Chiron, 28 ans. Je ne suis plus étudiant depuis maintenant une dizaine de jours parce que Félicitations. Merci. J'ai eu la chance, on va dire ça comme ça, parce que la chance d'être très bien accompagné, ce qui m'a permis de soutenir ma thèse en physiologie de l'exercice le 10 février dernier. Donc ça c'est fait. Pour la Fédération française d'athlétisme qui m'a accompagné du coup pendant ces 3-4 dernières années en tant que doctorant. En parallèle, j'ai eu l'occasion aussi de valider mon diplôme d'état d'entraînement, qui est le DES GEPS en spécialité entraîneur athlétisme. Donc ça, c'est pareil, c'est un bel accomplissement. Et maintenant, j'ai même une opportunité professionnelle puisque je travaille pour la Fédération suisse. Ok. Donc c'est trois choses qui sont concrétisées, c'est très bien. Le côté recherche est maintenant un peu terminé avec ce projet de thèse qui a été soutenu. Je
pense que j'y reviendrai peut-être à terme, mais c'est pas l'objectif. Là, j'ai envie de retourner plus concrètement dans l'entraînement. Le côté accompagnement scientifique, c'est un peu ce que je fais au quotidien, mais vraiment plus avec ma valence entraînement. C'est-à-dire auprès d'Adrien et du pôle France de l'INSEP, j'accompagne toujours les collègues en tant qu'adjoint. Donc là, je ne suis pas l'entraîneur principal des différents groupes. Entraîneur adjoint d'Adrien, alors ça prend des missions d'accompagnement scientifique. Ça fait maintenant notre 7e année, donc ça c'est quand même top. Et par contre, je continue mes missions d'entraînement au sein du club de Montreuil avec le Polygone Athletic Crew. Oui, la nouvelle équipe, donc on va avoir l'occasion de parler. Ça c'est la team. Donc, par contre là, je suis l'entraîneur responsable. Puis la chance d'accompagner encore 2-3 collègues à côté, mais de manière plutôt informelle. Ok. Donc, voilà. Ça, tu fais plein de choses. Je m'ennuie pas, ça c'est certain, ça n'a pas changé, je m'ennuie pas, c'est sûr. Donc pour en y revenir aussi, maintenant je prends un peu plus de recul sur ma pratique. J'y ai laissé des plumes, j'ai eu des soucis de santé aussi, c'est important de le dire, mine de rien. Et là j'ai envie aussi un peu de profiter, de kiffer ce que je fais, donc c'est pour ça que je pense que je vais prendre un peu de temps aussi pour me rendre compte de tout le chemin qui a été parcouru maintenant depuis 10 ans après mon bac. Et c'est important, il faut parfois. Et donc là, très concrètement, alors je ne sais pas si tu as déjà les résultats, mais tu es docteur François Chiron, c'est ça? Je reste François Chiron. J'ai ce qu'on appelle le titre de docteur, mais qui est juste l'équivalent d'un bac plus 8. Encore une fois, j'ai pas plus de mérite que quelqu'un d'autre. C'est pas... Non, mais c'est important de le dire et c'est un point où je l'ai un peu souligné durant ma thèse. On pense qu'on a des capacités parfois supérieures à d'autres. Non, j'ai eu de la chance parce que j'ai eu la chance d'avoir un super encadrement qui m'a accompagné jusqu'au bout, les financements avec la Fédé d'athlé, et puis un projet qui m'a quand même tenu en haleine depuis mon master. Et ces 3 conditions qui m'ont permis d'aller jusqu'au bout. Et bon, voilà, j'ai le mérite au moins d'être allé jusqu'au bout, ça c'est sûr. Mais j'ai travaillé, mais je suis pas plus intelligent que quelqu'un. Donc François, c'est très bien. Peut-être plus masochiste, non? Peut-être. C'est ça. Au moins pour ceux qui veulent se lancer dans la recherche, un conseil, c'est faut y aller si on en a envie et savoir pourquoi on le fait. Et parmi les 3 conditions que j'ai données, c'est-à-dire entre l'encadrement, le sujet et les financements, le plus important, c'est l'encadrement. Et il y a on a quand même un chiffre, c'est un doctorant sur 2 qui fait un burn-out ou un état dépressif. Donc c'est pas anodin comme stat. Non, je parle de tous les champs disciplinaires, du droit, de la physio, ainsi de suite. Donc ça montre bien que c'est un travail qui est exigeant. Et bon, après, j'ai un peu cherché la bête. Je veux dire, j'ai cumulé beaucoup d'activités et c'était pas évident. Mais il faut savoir qu'être bien accompagné dans ces situations, c'est important. Ok, non, écoute, hyper intéressant. Et alors, pareil, tu en avais déjà parlé dans le premier épisode, mais si on fait un focus très demi-fond, toi, tu es coach, doctorant en physiologie du sport, plutôt endurance, athlétisme, tout ça. C'est quoi ton lien personnel avec le sport? Alors, c'est un lien que j'ai... Alors, mon papa m'a toujours initié au sport. Lui, il était plutôt rugbyman et je pense que c'est son grand regret que j'ai pas fait plus de rugby que ça. Mais j'ai fait 12 ans de football avant, à un niveau correct jusqu'à régional. Et au bout d'un moment, j'ai stagné. Donc avec les l'UXL, qui est le sport scolaire dans le privé, j'ai fait les UXL sur le relais 4x4. On a une médaille, ça m'a plu. Donc j'ai basculé après dans le milieu de l'athlé. Là, j'avais 16 ans, donc en première. Et je m'y suis un peu plus consacré. Le problème, c'est qu'avec mes entraîneurs... qui, je pense, n'avaient pas toutes les cartes en main pour bien faire. J'ai eu 4 fractures de fatigue en 2 ans. Donc, c'est pas anodin. Ce qui fait que, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que j'aimais l'athlète, j'aimais comprendre ce que je faisais, j'aimais bien le ressenti. Et c'est à 16 ans que j'ai commencé à entraîner. Donc, maintenant, ça fait presque 12 ans maintenant, si je dis pas de bêtises. Et j'ai eu mes premiers athlètes qui étaient d'abord là des éveils athlètes, des benjamins, des minimes. Et puis, il y a 17 ans, j'ai eu mes premiers athlètes qui étaient des cadettes ou des juniors. Et de fil en aiguille, j'ai continué à entraîner. Donc, c'est pour ça que maintenant, l'athlète, c'est une passion. Je ne l'ai pas beaucoup pratiqué en tant qu'athlète. D'accord. J'ai eu la vraie expérience en tant qu'athlète, c'est au tout début avec Adrien. Maintenant, il y a plus de 7 ans, où j'accompagnais des athlètes du pôle en tant que sparring. Ouais. Donc là, maintenant, je suis plus coach adjoint et un peu accompagnateur scientifique. À l'époque, j'étais surtout sparring, un peu accompagnateur scientifique et pas du tout adjoint. Ça. En fait, la porte d'entrée, c'était plutôt le côté perf. Exactement. En fait, j'étais en M1 à l'époque avec le master de l'INSEP. Et on a fait une étude sur le 3000 mètres steeple où on a publié. Bon, ça s'est très bien passé. Il y avait eu un bon contact avec Adrien. Je courais encore un peu. Il me dit, est-ce que ça te dit pas parce qu'il avait que 2-3 filles à l'époque et il voulait un peu densifier son groupe. Ouais. Et il m'a dit, est-ce que ça te dit pas de venir un peu m'aider? Bon, j'ai beaucoup hésité. J'ai demandé à mon encadrant de l'époque. Il fait, mais n'hésite pas, c'est une super occasion. Donc ça s'est passé comme ça. J'ai fait des stages en Afrique du Sud à Font-Romeu avec eux. C'était vraiment incroyable. En plus, on a eu le Covid à ce moment-là. Et du coup, j'ai vécu cette expérience-là au sein d'un groupe de haut niveau pendant le confinement où on continuait à s'entraîner. Et ça, c'est une expérience qui était unique, vraiment, et qui restera marquée.
Et derrière, de fil en aiguille, forcément, j'ai avancé dans mes études, donc par le parcours qu'on a évoqué. Forcément, la place d'accompagnateur scientifique a pris plus en plus de place. Ouais, bien sûr. Mon parcours d'entraîneur aussi. Donc, j'ai vraiment arrêté d'être sparring. Mes joues en témoignent, j'ai pris quelques kilos. Et maintenant, j'ai carrément arrêté la course. D'accord. J'essaye de m'entretenir si possible. Mais par contre, c'est vraiment que l'entraînement et un peu d'accompagnement scientifique. Ouais, non, mais de ce que j'ai vu ce soir sur la séance, c'est un boulot à temps plein en fait. Déjà entraîneur, c'est un boulot à temps plein. Ouais. Quand on cumule un peu d'autres casquettes ou en tout cas avec d'autres groupes, ouais, ça peut être. Même entraîneur aujourd'hui, on se rend pas compte. Ouais. Mais c'est un boulot qui peut faire rêver. Mais il y a beaucoup de pression, mine de rien, pour ces entraîneurs qui font du haut niveau. Et on se donne beaucoup. Donc c'est pas toujours évident de trouver du temps pour soi. Et la place qu'on attribue à notre santé, à notre équilibre de vie, à nos familles, en fait, ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource. J'ai que 28 ans, mais je vois des collègues qui ont une carrière devant eux et qui regrettent parfois, ou qui en tout cas étaient un pilier central de leur carrière. Et s'ils ont duré, c'est pas pour rien. Et c'est ce que je me dis, j'aimerais bien, je pense à terme, pouvoir trouver un aménagement pour aussi prendre soin de soi. C'est important. Ouais, bien sûr. Et si jamais tu devais donner ta carte de visite à quelqu'un, là, parce que tu as quand même beaucoup de casquettes, tu dirais quoi Enfin, ce serait quoi un peu le meilleur, la meilleure petite phrase pour définir ce que tu fais aujourd'hui, pour synthétiser un peu. Ouais, j'aime c'est compliqué, mais ce qui était dans mon manuscrit, la première phrase, c'est « Un point de vue restera toujours que la vue d'un point ». Et en fait, tout ça pour dire que je suis un généraliste et j'aime multiplier les points de vue pour comprendre les choses. Donc, je suis quelqu'un qui a multiplié les points de vue en tant qu'accompagnateur scientifique, entraîneur et un peu chercheur. Et maintenant, je me qualifie en tant qu'entraîneur avec une valence scientifique non négligeable, c'est certain. Et je veux devenir encore plus un entraîneur qui, j'espère, perdurera dans le temps. Mais voilà, je suis entraîneur aujourd'hui de demi-fond avec cette valence scientifique. Ok. Et justement, moi, je trouve ça intéressant ce que tu dis là sur je suis un entraîneur de demi-fond avec une plus-value scientifique, une expertise scientifique. On en avait déjà un peu parlé. Bon, c'est le début du podcast. Je fais forcément des allers-retours sur des choses qu'on a déjà dit. Mais en France, il n'y en a pas beaucoup des entraîneurs qui ont cette plus-value scientifique. Pas assez. Enfin, je dis ça dans un sens où en fait peut-être pas assez, non ? Ça dépend. Je pense que les entraîneurs de très haut niveau en France, ils connaissent la physiologie. Forcément, Adrien est passé par un master. Bruno Gagère, il faut savoir que sa compagne, c'est quelqu'un qui est habilité à diriger les recherches, qui a été directrice du recherche au labo de l'INSEP. Donc la physio, la bioméca, il s'y connaît. Je pense à Fred Fabiani, il connaît très bien la physio. Philippe Dupont. Alors, il a peut-être pas les mêmes termes que nous, mais il connaît très bien aussi la physio. Je pense à Marc Rosé à Rennes et même Bernard Mossan, qui n'ont pas un grand parcours peut-être académique. Mais quand on parle d'eux, ils savent mettre des mots très concrets sur ce qu'ils observent à l'entraînement. Peut-être qu'ils vont parler encore d'acide lactique au lieu de lactate, des choses comme ça. Mais c'est hyper pointu. Ils ont cette expertise-là. C'est juste que c'est pas des gens qui ont fait un bac plus 8 voilà, et qui sont chercheurs. Le tampon. Mais un bon entraîneur, il a nécessairement ses connaissances physiologiques et il comprend ce qui se passe. C'est juste que c'est peut-être pas les mêmes termes. Mais je pense que c'est difficile d'être un très bon entraîneur sans avoir cette valence scientifique. Après, à savoir qu'est-ce qu'on met derrière. Ouais. Et est-ce que tu as aimé faire cette thèse ? Est-ce qu'aujourd'hui tu aimes encore ce que tu fais ? Parce que non, mais je caricature, mais j'ai 2-3 copains qui font des thèses, qui ont un parcours très recherche, avec beaucoup d'heures. T'es souvent pas seul, mais c'est toi et ta thèse et ton manuscrit à rendre ça. Bien sûr. Donc toi, t'as fini. Ça a dû être long, ça a dû être dur. Aujourd'hui, en fait, t'es encore dans l'athlé, t'es encore dans ce... T'es encore vraiment dans ce domaine-là. Est-ce que ça te plaît toujours ? Est-ce que t'es toujours content de faire ça ? Je suis content d'avoir terminé, ça c'est sûr, c'est certain. Ouais. Là, c'est encore assez frais, donc c'est délicat de prendre de la hauteur. Mais la phrase dans mon discours de remerciement, c'était « Merci pour les roses et merci pour les épines ». Donc, je suis très reconnaissant de ce que m'a apporté cette thèse. Une rigueur scientifique. Je pense que je me suis surpris avec ma capacité de travail. J'ai appris à mieux me connaître et ça, c'est quelque chose qui sera important pour la suite. Rédiger, parler anglais, une vraie rigueur. Donc, c'est des choses qui m'accompagneront pour toute la vie. Et ça, je remercierai jamais assez Claire et Christine qui m'ont vraiment encadré d'une main de maître. Donc, oui, je regrette pas. Si c'était à refaire, en fait, ce qui me pose question aujourd'hui, c'est les raisons à lesquelles qui m'ont poussé à faire ce doctorat au tout début. Et en fait, j'étais un étudiant vraiment très mauvais. J'avais 6 de moyenne en terminale. Et quand j'ai dit ça, le jour de la je crois que tu m'avais raconté ça dans le premier exactement, épisode. les gens, ils y croient pas. Et en fait, c'est un peu une revanche que j'ai voulu prendre en faisant ce doctorat-là.
Et quand j'arrivais au cours de mon cursus, c'est pas une raison suffisante pour faire une thèse. Et je suis un passionné de l'athlé, de la recherche un peu moins. J'aime comprendre ce que je fais, c'est un peu ce qui m'a tenu, heureusement. Et quand je me lance en défi, j'aime bien aller jusqu'au bout. Donc je pense que si c'était à refaire, et vu les soucis que j'ai eus, peut-être que je le referais pas, en tout cas pas de cette manière-là, parce que on m'a fait ce reproche aussi. Et je suis pas quelqu'un qui est facile à manager, je le reconnais. Je suis quelqu'un qui suis très entêté. Ah ouais, c'est marrant. J'aurais pas pensé ça, tu vois. En fait, j'ai le défaut de mes qualités. En fait, j'ai tellement envie de faire plein de choses que je sais ce qui est bien pour moi, mais parfois ça va pas avec ce qu'on veut pour moi aussi. D'accord. Et ce qui est normal, Ouais. parce qu'on a chacun ses objectifs. Mais du coup, j'ai vraiment laissé beaucoup de plumes, vraiment. Et est-ce que ça en valait la peine ? Aujourd'hui, je peux dire que oui, je regrette Je pas du tout. pense que tu vas avoir 1 heure pour me dire pourquoi ça en valait la peine, mais ouais, j'imagine. Mais ouais, ça a laissé des traces et des cicatrices qui disparaîtront au fur et à mesure, mais qui resteront là. Donc c'est encore un peu un sentiment mitigé, même si par contre je regrette pas l'aventure que j'ai vécue, et encore une fois grâce aux personnes qui m'ont accompagné. Ça, Ok. c'est sûr. Non, bah écoute, hyper intéressant. Merci pour cette présentation. Alors, comme je le dis, j'invite tout le monde à aller écouter le premier épisode où on rentre beaucoup plus dans le détail sur ton parcours, sur tes études, les différents moments importants et les jalons de ce que tu as fait. Beaucoup plus dans le détail de ta thèse aussi, de tes différents travaux. Donc, le but, c'est pas de reprendre 1h30 pour faire un redite. Je pense que comme tu l'as dit, c'est fini, on n'en parle plus, voilà, c'est terminé. Non, écoute François, aujourd'hui je voulais reprendre un peu de temps pour parler beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus du terrain, de ce que tu construis avec une nouvelle équipe dont on va parler là dans 30 secondes. Et vraiment faire le lien entre, toutes ces années où tu as fait un peu de terrain, enfin tu as fait beaucoup de terrain en tant qu'entraîneur, mais où tu avais une place hyper prépondérante de la science dans ton quotidien. Et aujourd'hui, on t'a donné des clés pour entraîner des athlètes. Il y a des athlètes qui te font confiance pour aller chercher un peu monts et merveilles avec toi. Et j'aimerais qu'on discute un peu de tout ça, de comment toi t'abordes l'entraînement, comment t'abordes l'individualisation de l'entraînement de tes athlètes. Et parce que ce que j'ai vu ce soir, moi, m'a beaucoup plu. Donc j'ai hâte qu'on puisse en discuter. On va aussi parler un peu là, avec On Your Mark, j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs entraîneurs qui avaient des points de vue hyper différents sur plein de choses, plusieurs méthodes, plusieurs typologies d'athlètes, d'approches et tout ça. Et je trouve ça intéressant en fait. On n'a pas beaucoup de traces culturelles en fait en athlé, et qui plus est en athlé français. On a 2-3 intérieurs sport, des trucs comme ça, mais on n'a pas tellement de témoignages d'entraîneurs, ou en tout cas de témoignages un peu grand public. Et je trouvais ça intéressant de lancer, alors c'est pas une sous-série d'On Your Marks, mais de prendre le temps d'interviewer des entraîneurs qui font du bon boulot pour capter un peu leurs témoignages, leur vision, et qu'en 2050 on se dise c'est comme ça qu'il faisait François Chiron, c'est comme ça qu'il faisait un tel. Je peux que t'encourager, parce que la capitalisation des entraîneurs, c'est quelque chose. Là, on a une génération d'entraîneurs experts, vraiment, qui ont produit de la performance, qui malheureusement vont partir à la retraite. Bon, ils ont le droit, il n'y a pas de souci, mais ils ont beaucoup transmis. Ils ont beaucoup formé, mais on n'a pas assez capitalisé. Eux, ils ont fait leur taf, mais nous, il faut qu'on fasse aussi le taf de retenir et formaliser ce qu'ils nous ont donné. Et là, je pense typiquement à Bruno Gagère qui va bientôt partir, Bernard Mossan, Philippe Dupont qui est déjà parti, mine de rien. Et là, on en a d'autres, Jeff Pontier, Patrice Benelli, Jean-Claude Volmer. Et avant que ces gens-là partent définitivement du milieu de l'athlé, je pense que tu as raison, il faut capitaliser sur leur savoir. C'est hyper important. Donc, tu vois, tu viens de citer des noms que j'aimerais beaucoup interviewer. Je leur fais passer le mot. Ouais, voilà. Merci pour le piston. Non, mais voilà. En gros, c'est un peu de ça dont on va parler ce soir, si tu es d'accord pour ça. Sans plus attendre, j'aimerais qu'on commence par parler de Polygon Athletics Crew, qui est un peu ta nouvelle équipe. T'auras l'occasion, tu vas justement la définir toi-même, mais en fait, il y a quelques mois, pour faire un petit historique, tu es devenu l'entraîneur d'une équipe d'athlètes de haut niveau du côté de Paris-Est, entre la guerre et Paris-Est et Paris-Ouest, qui s'appelle le Polygon Athletics Crew. Donc, parmi les athlètes qu'on retrouve dans cette équipe, alors on retrouve Nicolas Maridaru, qui est un de tes nouveaux athlètes, Sacha Ligori, que tu entraînais déjà depuis plusieurs années, si je te dis pas de bêtises, Morgane Le Gouen, Alanis Sahel et bien d'autres que je connais pas forcément, mais tu pourras un peu les citer au fur et à mesure de l'épisode. Est-ce que tu peux nous présenter un peu cette nouvelle équipe ? Comment est-ce qu'elle est née ? Pourquoi avoir créé une nouvelle équipe alors qu'il y a déjà des clubs, déjà plein de choses ? C'est quoi un petit peu l'origine du projet ?
Alors c'est hyper important de dire on est un groupe en effet avec une entité, on est en train de monter des structures pour créer une asso, pour dégager des fonds. Mais moi je reste entraîneur du CA Montreuil. Donc ça c'est hyper important de le préciser parce que sans mon club, sans ce club qui me porte et qui m'a beaucoup donné, on ne serait pas là aujourd'hui. Donc tous les athlètes du groupe sont licenciés à Montreuil ou ceux qui ne sont pas licenciés ont signé des conventions pour aussi légiférer nos échanges et pour avoir accès à nos structures et mes compétences, ça c'est certain. Donc en fait je suis arrivé à Montreuil il y a 4 ans, il y a un groupe d'une dizaine d'athlètes qui étaient entraînés là-bas, ça se passait pas forcément bien avec leur entraîneur, donc on a fait appel à moi. Au début, je devais être un peu tutoré par Serge Olivares et Jean-Claude. Bon, finalement, très rapidement, il n'y a pas eu besoin. Ils m'ont fait vite confiance, donc ça, c'était cool. Et j'ai fait 2-3 ans avec ce premier groupe. C'était très sympa. Et on était 26 quand même jusqu'à l'année dernière. On avait ce groupe on-off, et c'était très ludique, c'était on-off dans le mode, c'est des gars ou des filles qui étaient ils sont plutôt intelligents, et en même temps ils avaient ce qu'on est déconnant, donc c'était un peu éteindre les lumières qu'on est en entraînement et sans trop se prendre au sérieux. Et en fait je pense que j'atteignais mes limites, c'est-à-dire que j'arrivais avec un adjoint, Nicolas Dupuis, qui m'a beaucoup aidé, mais avec 26 athlètes, avec beaucoup de projets différents. Ça faisait beaucoup et j'avais envie un peu pour monter moi aussi en compétences, parce que mon but c'est de monter en compétences, j'avais besoin de franchir un step de plus, et l'année dernière, et j'avais aussi d'autres sollicitations et il y avait des projets qui m'intéressaient et je pouvais pas les prendre parce que au bout d'un moment je peux pas avoir un groupe extensible, et là déjà 26 tout le monde me disait c'est trop. C'est beaucoup 26, ouais. Si tu veux faire de la qualité, en fait déjà les gens parce qu'encore une fois j'avais aussi tout ce que j'avais à côté, ouais. Et en plus, sans ça, me dire 26, c'était pas possible. Et je reconnais que je pense que j'ai quand même fait du bon travail parce que tout le monde a battu ses records. Et ma plus grande fierté, et ça, je le dirais en tant qu'entraîneur aujourd'hui, c'est entraîner un mec comme Nico, c'est trop bien. C'est un Olympien, il n'y a pas de souci. Mais l'une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est d'avoir emmené des cadettes maintenant espoir à leur meilleur niveau. Elles ont eu des médailles chez les jeunes. C'est d'avoir parfois des M0 fait battre des records qui dataient de plus de 10 ans. Ça, c'est fou, ça. Casser des barrières proches des 8-15, des moins de 3,50, des moins de 30 minutes. Battre des records sur cible en moins de 9-0. Voilà, ça c'était moi ça a été hyper stimulant, c'était des vrais challenges et je devais me casser la tête parce que avoir des jeunes c'est facile à faire progresser, avoir des gars ou des filles qui ont 30 ans parfois passé, et là je pense à Kissy qui a battu son record là ce week-end, elle a fait un super 15 km à Charenton. On se dit on sert à quelque chose, c'est pour eux un sentiment d'accomplissement et nous c'est hyper grisant. Ouais. Mais j'avais aussi envie de maintenant passer à un truc qui est un peu plus professionnalisant. Et parmi ces 26 athlètes, il y en avait et c'était mon critère de choix. Ça fait débat dans le groupe et je peux que comprendre parce qu'on a aussi des liens. Moi, je m'attache. Je pense qu'il y avait aussi cette envie de rester une team parce qu'il ne faut pas oublier qu'eux, ils étaient une team à la base et c'est moi qui suis arrivé après. Et de se dire, ouais, mais là, c'est toi qui nous dissous, c'est pas cool. Et je reconnais que ça a pu poser un peu polémique, mais j'ai mis un critère qui était pas le niveau, mais le choix, qui était celui du niveau d'engagement. Ok. Et je pense à des mecs qui n'étaient pas les meilleurs, un gars qui pouvait valoir 3,54, 3,55, contrairement à des gars qui faisaient 3,49. Ouais, il y a un gap. Et pourtant le mec 3,49, et c'est pas parce que je ne l'aimais pas, au contraire, j'avais aucun problème avec lui. Mais père de famille, un métier qui était prenant, je savais qu'il pouvait pas plus investir. Et moi je voulais des gens qui voulaient pas se professionnaliser parce que c'est pas leur métier, mais qui voulaient s'investir pour aller chercher le meilleur niveau qu'ils puissent atteindre. Ouais. Donc c'était mon critère de sélection. Encore une fois, je leur dis qu'il y a fait débat. Donc, grosso modo, sur les 26, j'en ai plus que 15 aujourd'hui, plus ou moins 1. Et j'ai quasiment gardé toutes les filles. Et parmi les gars, du coup, il y en a à qui j'ai délégué à mon ancien adjoint, donc Nicolas Dupuis, qui lui, en fait, c'était pas les livrets dans la nature, c'est comme qu'il y a une continuité. Ouais, bien sûr. Donc moi, je l'ai un peu accompagné, puis Nicolas, il est très compétent maintenant, il est totalement autonome. Donc ils sont restés à Montreuil. Ils sont entre de bonnes mains. Et c'est certain, et puis ils font des super perfs. Et je suis le premier heureux, tu l'as vu ce soir, on a encore un bon feeling et il y a zéro souci. Et ce qui m'a permis aussi d'intégrer des nouvelles figures dans les teams. Donc Nicolas, qui m'a appelé après les jeux. J'étais très surpris, je ne m'attendais pas. Il a fait une super saison avec son ancien coach Jérém. Moi, je me dis, j'arrive derrière, qu'est-ce que je vais pouvoir apporter ? C'est un super défi. Je pense que je vais autant apprendre que ce qui. En fait, je vais autant lui apporter que lui va m'apporter. C'est aussi ça. Je pense que c'est une relation horizontale. Morgan Logan, pareil, c'est des mecs qui ont plus de 30 ans. J'ai pas des gamins. Donc, moi, j'ai envie aussi d'avoir des jeunes maintenant pour m'investir. Mais c'est pour moi, en tant que jeune entraîneur, avoir cette formation continue avec des athlètes qui ont l'expérience, c'est hyper important. Ouais. Donc, ça m'a permis, eux, de les intégrer facilement. Et puis à l'inverse, j'ai eu d'autres athlètes filles qui sont arrivés et du coup on a ce groupe de 14-15 athlètes
qui ont un niveau France Open ou parfois niveau olympique pour Nico ou championnat d'Europe pour Morgane, mais grosso modo les France élites c'est à peu près la majorité du groupe. Et c'était cette volonté là donc de se professionnaliser sans non plus se prendre trop au sérieux, mais voilà, en tout cas avoir un niveau d'implication supplémentaire. On s'entraîne au minimum 6 jours par semaine. Parfois, ceux qui peuvent ou celles qui peuvent font du bi-quotidien 2-3 fois par semaine. Bon, Nico et Morgane, ils sont pros, donc c'est encore autre chose. Ouais. Et l'idée derrière, c'était de toujours rester à Montreuil, avoir des infrastructures où on a 2 fois une salle de muscu qui est à Montreuil, donc j'ai fait réservation auprès de la mairie, le club a été très facilitant. On a la chance d'avoir l'INSEP en hiver, on a réservé les créneaux à Pershing. Et qu'est-ce qui pouvait me manquer aussi pour franchir des gaps, parce que ils ont envie de s'investir les athlètes, mais qu'est-ce que je peux leur proposer? C'est pour ça que j'ai réfléchi à intégrer plus forcément un adjoint en entraînement, mais plus un accompagnateur scientifique. Donc là, j'ai la chance d'être accompagné par Camille Biro. Donc comment ça s'est fait? J'ai regardé un peu la liste des gens qui postulaient au master. J'ai fait un peu le tri, ceux qui m'intéressaient ou pas. J'ai fait mon marché, on va dire ça comme ça. Non, et puis en fait, j'en ai appelé plusieurs. Et le feeling avec Camille, il a très bien marché. Je lui ai présenté le projet. Ouais. Il a pris le temps de la réflexion. Ouais, et puis il a dit ok. Discuté un peu avec lui. Il a l'air d'être aux anges. Et puis il est top. C'est un chouette gars qui a envie d'apprendre, qui a soif d'apprendre, qui a son expérience aussi. Et là, j'avais pas forcément besoin d'un adjoint, même si c'est vrai qu'il remplit très bien cette fonction parce que je suis amené à me déplacer. Donc en encadrement, j'ai rien à dire. Il fait preuve d'une maturité qui est impressionnante. Mais c'était aussi en tant qu'accompagnateur scientifique. J'avais besoin de... comme je l'ai été, c'était drôle. J'avais besoin d'une personne qui m'aide à prendre les bonnes décisions. Ouais, d'accord. Et donc c'était très intéressant. Donc je le forme aussi. On est en stage. Donc bref, c'est tous ces cursus-là. Donc ça, c'est le premier point. J'avais un kiné avec qui on travaillait un peu avant, mais là on a un peu plus formalisé les choses. Donc quand on va partir en stage, il va pouvoir partir avec nous. On a trouvé le financement. Ça, c'est incroyable ça. Et puis c'est surtout que Quentin Salvan, pour pas le citer, vraiment, il est incroyable parce que les kinés, il faut se rendre compte, on tombe pas toujours sur les bonnes personnes. Il y en a qui ont envie aussi d'exister dans un groupe, mais en tant que kiné, un peu prendre parfois la place affective du coach. Et c'est pas toujours sain parce que parfois on a des avis divergents. Et ce qui est hyper appréciable avec Quentin le kiné, c'est que on va toujours dans la même direction. On a un discours qui est limpide aux athlètes. On se concerte toujours, on échange quasiment tous les jours. Ça, c'est très précieux. Il dégage du temps pour eux. C'est-à-dire qu'il a des créneaux où on peut... c'est une petite urgence, je le prends. C'est top, hein. Vraiment, je sais pas qui peut faire ça. On a beaucoup de chance. Donc heureusement qu'on a Quentin. Ouais. Et tous les athlètes du groupe l'apprécient beaucoup. Et il y en a qui font même plusieurs heures de... Nico va le voir aussi, il fait parfois 1h30 de déplacement pour aller le voir, donc ça montre bien qu'il est compétent. Fou, ça. Ouais. Et en plus de ça, j'ai voulu franchir un gap, pareil, avec un médecin. Pourquoi un médecin? Parce que ça peut paraître surprenant. C'est que de temps en temps, mine de rien, on a besoin aussi, nous, pour des prises de sang. On a envie de voir où on en est, on descend d'altitude avant de partir pour le faire, par exemple. Il y a un petit bobo, on a besoin de faire un examen rapidement. À Paris, on a la chance d'avoir beaucoup de disponibilité. Il me faut une ordonnance. Je l'appelle. Puis ce médecin-là, il est très fort en micronutrition. Donc sur tout ce qui était complémentation, on a pu échanger, mettre des choses en place. Donc ça, c'était un gap supplémentaire. Et le dernier point, c'était un podologue. Plus que podologue, déjà, il nous a fait beaucoup d'arrangements pour faire les semelles, très disponibles, ça c'est top. Mais j'avais aussi besoin d'un biomécanicien, parce qu'il a cette valence, il a un DU en biomécanique, analyse de la foulée. Et c'est quelque chose que je voulais avoir tout en continu sur la saison, qu'on arrive plus ou moins à mettre sur le terrain, mais qui quand même prend forme. On a fait des tests en début d'année avec les plateformes de force sur son tapis, les poses d'appui à différentes allures. Et c'était une petite valence que j'avais envie d'apporter au groupe. Donc c'est l'équipe qu'on a constituée, toujours dans cette idée de... Faut pas non plus, à part les deux que j'ai cités, Morgane et Nico, on n'est pas pro, mais ils ont envie de s'investir. C'est leur projet de vie, presque un projet de vie, et c'est ce que je leur ai demandé, c'est-à-dire, moi je veux pas que vous sacrifiez, je veux que ça soit avant tout du plaisir, et c'est pour ça qu'ils le font. Mais de se dire, j'ai envie de voir où je peux aller. C'est un défi sportif. J'ai entre 20 et 30 ans, ça va pas durer une éternité. Et j'ai envie de faire ces efforts-là. Parce qu'il faut se rendre compte, c'est un coût financier pour eux aussi. Il y en a qui sont étudiants et qui perdent de l'argent, entre guillemets. Bien sûr, mais ils ont envie de le faire. À moi de m'investir aussi pour qu'il y ait un retour sur investissement pour eux. Et c'était le projet. Donc c'est comme ça que c'est dingue. Enfin, ça fait très pro. Ça fait vraiment équipe de. Enfin, tu l'as dit, c'est pas des pros. Ils sont pas tous professionnels, mais ça fait quand même très pro dans la démarche. On fait au mieux. Alors forcément, on a nos limites. Il y a des bobos, il y a des déceptions parce qu'on se dit, je m'investis beaucoup. Donc je m'attends à avoir des super perfs.
c'est pas comme ça l'athlète. Non, faut assimiler la charge d'entraînement. C'est justement parce que je m'implique, parfois ça fait l'effet inverse, c'est-à-dire on en parlait tout à l'heure, j'ai pas le choix de parfait. Donc faut garder cette simplicité dans l'approche et faut pas se perdre non plus. Je te dis, faut pas se prendre pour des pros. Faut rester assez humble à ce niveau-là. Et il y a parfois ces petits dilemmes à gérer. Dans l'ensemble, tout le monde est en train de progresser. C'est très bien. Puis tu dois avoir un peu aussi des profils d'athlètes matures qui gèrent un peu ça. Le problème, c'est que parfois, c'est pas parce qu'ils sont matures qu'ils gèrent. Donc, il y a beaucoup de management. Et ils le savent, les athlètes ne sont pas tous. Je m'entends bien avec tous mes athlètes. Donc, ça, j'ai beaucoup de chance. J'imagine que c'est un peu la base aussi. Pas tout le temps. Tu sais, quand t'es entraîneur pro, parfois tu n'as pas ce feeling-là avec ton. Et en même temps, tu dois le faire performer. Donc, c'est un boulot. C'est vrai qu'on a tendance souvent à un peu idéaliser la relation entraîneur et athlète. On voit souvent cette image du coach et de l'athlète qui est presque fusionnelle. Bon, j'aime pas ce mot-là, mais en tout cas, ils sont proches. C'est une description qui est à part entière. Mais parfois, c'est très professionnel aussi. Et c'est comme ça. Bien sûr, je comprends tout à fait. Et moi, j'ai la chance quand même. C'est des athlètes avec qui je m'entends bien. C'est pas mes amis non plus. Je partage pas leur vie privée ni la mienne. Mais c'est des athlètes où j'espère peut-être qu'on gardera contact. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave non plus. Ouais, bien sûr. Mais il y a au moins cette proximité et je pense surtout cette confiance. Ça, par contre, c'est important. Il faut qu'il y ait cette confiance pour qu'il y ait des conversations, des échanges si ça va pas. Peut-être parfois dans la sphère privée de se dire pas les raisons, mais me dire là, je tire la langue parce que je sais pas, je me suis pris la tête avec un tel. Ta copine t'a quitté. Exactement. Ou là, les études, j'ai eu des mauvaises notes. Bon, bref, c'est compliqué. Et je pense parce que j'en ai un cadet, Milo Serrao, là. Qui est très fort. Il est pas mal, ouais. Et puis surtout que lui, il m'impressionne avec la tête qu'il a. Mais forcément, là, contrairement aux autres où je vais pas m'embêter à échanger avec leurs parents, là, je dois aussi communiquer avec eux. Donc c'est un autre style de management. Et ses parents sont très bien, c'est cool. Mais là, par exemple, on va partir en stage. Je dois penser à l'autorisation de sortie de territoire. Bien sûr. Là, un truc tout bête, mais Nike a accepté d'un peu de l'accompagner juste par des produits. Moi au début quand je discutais avec Léa, je dis j'en parle un peu parce que j'ai pas envie qu'il pense qu'il est déjà arrivé parce qu'il a été performant. Et c'était des dilemmes à gérer ça aussi. Je me suis dit je veux pas, il a 16 ans bientôt 17, j'ai pas envie qu'on se dise carrément je le prends et en même temps ça va me faire monter un gap, je suis professionnel, faut que je m'investisse plus. Tranquille, t'es t'as un peu de reconnaissance, c'est super bien. Retiens juste que là t'as du matos qui te permet d'être performant et surtout de bien t'entraîner, point barre. Tu dois rien à personne. Toi, ton truc, c'est d'étudier, d'être heureux, de voir tes potes, avec tes parents, ta famille. Et si t'es performant, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc voilà, faut pas se perdre. Mais du coup, c'est ce que je disais. T'as les athlètes, quand t'en as 16, en plus parfois les parents, c'est du management. Et petite question sur le nombre 16. 16, c'est parce que tu penses... En fait, je te pose la question parce qu'on voit de plus en plus de... Alors... Les clubs sont souvent débordés et un peu submergés par le nombre de licenciés. Moi, pour avoir couru dans plusieurs villes, avoir vu plusieurs clubs, plusieurs entraîneurs, souvent les entraîneurs de clubs décident pas du nombre ils n'ont pas ce luxe de pouvoir dire attention les gars, moi mon créneau c'est 20 personnes et pas plus. Ils ont des fois 40, 50 athlètes. Et aussi on voit des plateformes qui émergent avec des coachs qui coachent un peu en ligne, donc forcément ça prend moins de temps et tout ça. Toi, 16 personnes, c'est un peu c'est une limite que tu t'es fixée, c'est-à-dire que ça ne pourrait pas être 17 et en même temps 15, pourquoi pas 15 tu vois. Non, c'est le problème. Au début, j'avais dit je veux 12 athlètes. D'accord. Classifie. Bon, j'ai un gros défaut, c'est que j'ai du mal à dire non. Et ça, c'est un vrai défaut dans mon métier et je sais que je dois travailler là-dessus. Bon, je regrette pas. Mais dans le système que je propose, je sais que là, j'atteins mes limites aussi. Parce qu'en termes de management, de disponibilité aussi, parce que là ce soir par exemple il y avait 4 séances différentes, 45 minutes de créneau, je peux pas débriefer comme je voudrais avec chacun et chacune, donc c'est des heures parfois au téléphone, mais je peux pas aussi avoir toujours mon téléphone sur moi, donc je sais que je suis limité par le nombre, ils le savent, ils sont bienveillants. Là, j'aimerais à terme, peut-être dans plusieurs années, avec ce groupe-là, je vais pas les virer, c'est pas mon propos, mais je sais que là j'ai atteint un trop, je pense. Et ça peut se faire en fait au détriment des athlètes et c'est ça où va pas dans leur sens. C'est pour ça que c'est pas cool. Et là j'ai beaucoup de chance, c'est qu'ils s'entendent tous très bien, il n'y a pas de conflit. Il y en a qui s'entendent plus ou moins bien dans le sens où il y a des gens qui sont vraiment potes et d'autres où ils sont juste partenaires d'entraînement et c'est très bien comme ça, ils font des bouffes et ça leur regarde. Chez les filles, il y a cette unité. Ce qui est bien, c'est que j'ai quand même des profils 8, 15 ou 15, 5000.
Donc il y a une complémentarité, ça c'est cool. Et chez les gars, c'est vrai que c'est pas évident parce que j'ai du 15 3000, j'ai du 3000 mètres cible et j'ai du 5000 10 000. Donc voilà, en fait, c'est plus que le nombre de personnes, en fait, c'est le nombre de spécialités qui va être déterminant. Parce que c'est assez facilitant. Mais peu importe le groupe, on va pas se mentir, il y a de l'individualisation, c'est sûr. Mais au bout d'un moment, en fait, on fait aussi une planif qui correspond à un secteur et puis après on décline. C'est comme ça que je pense la majorité des collègues font. Donc c'est pas nécessaire, c'est pas forcément le nombre de personnes, c'est le nombre de spécialités. Parce que quand tu vas avoir des calendriers qui vont se chevaucher, quand tu as de la route, quand tu as du cross, quand tu as de l'indoor, quand après tu as la saison estivale avec toutes les catégories différentes, là ça devient compliqué. En plus, si tu as des jeunes, des élites, ainsi de suite, déjà moi pour prendre des vacances c'est compliqué. Parce que là les championnats du monde c'est fin septembre, les autres ils ont déjà repris. Ils veulent préparer les 10 km de je sais pas quoi pour battre leur record. Bon bref, donc en termes de... Encore une fois, c'est pas le nombre de personnes, c'est juste, je pense, le nombre de spécialités qui peut être déterminant. Ok, donc en fait, tu pourrais avoir par exemple 20 athlètes si jamais t'avais que du 800-1500. C'est un peu ce que tu dis quoi. Là forcément tu as pris un extrême, donc oui, c'est moins, en tout cas c'est pas que ça me dérangerait moins, il y aurait... Je pense que j'aurais pas la place pareil sur les 20 athlètes. C'est évident, j'aurais pas la relation avec ces 20 athlètes là. J'aurais forcément à privilégier, à avoir une attention, un focus un plus important sur ceux qui sont performants. Si je suis entraîneur de haut niveau, je parle pas du club, c'est vraiment dans une structure. Je pense déjà c'est pas possible d'avoir 20, mais forcément le niveau de performance fait que c'est notre métier, on n'a pas le choix de s'impliquer pour ces gens là. Parce que si ceux-là sont pas performants, on sera pas reconduit. Et c'est aussi notre vitrine, entre guillemets. Et c'est pour ça qu'on vient chercher nos compétences. Et là, dans mon groupe, je peux me permettre de faire ça. C'est-à-dire, j'ai la même implication que pour celui qui fait 304, que pour celui qui va faire la finale des France Élites. Par contre, et ça, j'ai été clair dès le début, cette année, Morgane et Nico, forcément, j'ai un niveau des... Ils peuvent pas me reprocher de passer trop de temps avec eux, c'est leur métier. Et là, j'ai été très clair. Et les autres, j'essaye d'avoir le même degré d'implication pour tout le monde, sans faire de différence. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Évidemment, la question qu'il fallait te poser, c'est pourquoi Polygone ? Moi, j'ai la réponse. T'as la réponse. Pour les auditeurs qui sont pas parisiens. Sache que ça fait débat ce nom de groupe. Moi, ça n'a pas été mon choix parce que en fait, le Polygone, c'est un endroit où une piste cyclable un peu dans le cœur du bois de Vincennes qui fait à 3 km 100 à peu près et qui s'appelle le Polygone. Et parce qu'il y a la route du Polygone et il y a des seuils qui sont là-bas et c'était un peu un symbole de dire on s'entraîne en fait majoritairement dans le bois de Vincennes ou parfois sur la piste qui est celle de Pershing, donc c'était un petit clin d'œil qui était sympa. Et c'était en référence à, mais c'est vrai que moi en fait ça me faisait encore penser à du seuil, j'en ai marre qu'on parle tout le temps du seuil. On n'est pas tant que ça sur le Polygone, mais en fait il y avait ce jeu de mots qui était sympa et surtout de dire un pack. Finalement la contraction du truc ça parlait très très bien, donc moi c'est aussi à eux de s'identifier. Moi je dis ok, il n'y a pas de souci, la partie média c'est vous qui gérez quoi. Exactement, chacun son métier, exactement. C'est ça. Non mais hyper drôle comme nom, moi ça m'avait bien fait rire de voir ça. C'est sûr que pour tous ceux qui ont couru un petit peu à Paris, en fait, c'est évident et on se dit putain merde, pourquoi est-ce qu'on n'y a pas pensé plus tôt. Donc, bravo à eux d'avoir trouvé ce nom-là. Ouais, puis ça permet de dire pour les gars en tout cas les Pac-Man, donc c'est pareil, c'est un autre petit jeu de mots, des trucs comme ça. Et quand tu as fait la présentation un peu du staff, donc toi, un médecin, un kiné, un podologue et l'adjoint, pardon. Il n'y a pas de préparateur physique? Non. Je pose la question parce que je sais que tes athlètes font de la muscu. Comment ils font pour 2 fois par semaine. Moi j'ai eu la chance je suis loin d'être c'est très perfectible encore ce que je fais, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi j'ai eu la chance de grandir auprès d'Adrien qui lui a été même formé par Bruno avec qui je suis très en lien. Donc la muscu, je vais pas dire que je maîtrise, mais j'ai certaines bases et ça m'empêche pas parfois d'appeler les collègues, leur dire voilà j'ai une question et je suis accompagné pour ça. J'ai pas envie de déléguer la prépa physique parce que pour moi en fait elle fait partie intégrante de ma planif, et quand on fait venir quelqu'un d'extérieur, si j'étais professionnel il n'y a pas de souci, peut-être qu'on pourrait avoir l'espace pour échanger et que ce soit hyper cohérent parce que c'est une expertise, je suis d'accord, et en même temps on a aussi nous en tant qu'entraîneur une expertise et de savoir quels exercices il faut pour notre athlète, l'individualisation et la spécificité de chaque athlète. Et ça, les prépas physiques, tous n'ont pas, s'ils n'ont pas cette balance en plus athlétisme. Et en fait, avec les cycles d'entraînement, c'est tellement important. Et pour moi, c'est des facteurs qui se confondent. Il faut pas, la prépa physique et la muscu, pour moi, elle fait partie intégrante du plan. Et en fait, si on n'intègre pas les deux, on fait fausse route. Et c'est ce que dit Bruno, c'est on fait de plus en plus lourd pour aller de plus en plus vite.
Et si je vais pas vite, aussi bien sur la piste à la fin qu'en muscu, bah, j'ai pas compris ce que je faisais en musculation. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est par souci de maîtriser, parfois peut-être même trop et à tort, parce que c'est vrai que c'est chronophage, mais je préfère ne pas déléguer, aussi par manque de moyens, on va pas se mentir. Ouais, bien sûr. Mais c'est tellement important dans notre sport que... Et puis même, je pense en tant qu'entraîneur, on parlait tout à l'heure de science, on parle souvent de physio, mais pour moi, même à tort, on parle trop de physio. Parce que la physio, quand on parle du demi-fond, bah, on parle de la VO2 max, du temps de soutien à VO2 max, mais on oublie pour moi une des composantes les plus importantes qui est l'économie de course. Ouais. Et l'économie de course... C'est vrai que ça, on n'en parle jamais. Hein. Bah ouais, mais pourtant, c'est le truc le plus important. Et pour la Radcliffe, c'est la progresser sur marathon. C'est pas que sa VO2 max a augmenté, c'est son économie de course. Ouais, ça, il y a plein de papiers on lui a fait augmenter la fréquence. En fait, c'est ça, juste à une même intensité relative, ouais. et ben on va dépenser moins d'énergie. C'est un peu je déteste dire ça, mais la comparaison avec la voiture. Ouais. Bah, je roule à 100 km/h, bah, je dépense, au lieu de dépenser 6 litres au 100, bah, je dépense 3 litres. Et bah forcément, on va aller plus loin. Ouais, bien sûr. Et c'est un peu la promesse et la solution de miracle des chaussures. Bah voilà, et c'est ce que permettent les chaussures ouais. d'une certaine manière. Mais la muscu, c'est ce qu'elle permet aussi. Et c'est de pas s'écraser sur l'appui, bien orienter ses forces pour avoir un bassin qui avance sur l'appui. Ouais. Et c'est tout ça qui est hyper important qu'on travaille en muscu de manière plus ou moins indirecte. Et c'est pour ça que c'est une vraie compétence à avoir en tant que coach. Pour le marathon, peut-être que c'est un peu différent la muscu, je suis d'accord avec toi. On va pas avoir la même exigence que pour un coureur de 8 qui est plus proche du sprint long. Mm-hmm. Mais pour autant, je pense que c'est important. Et quand on regarde un peu le panel d'athlètes que tu as, tu l'as dit, c'est plutôt des coureurs de piste assez courts. Pas de marathoniens, pas de trailer, pas de... Il y a une raison à ça. Est-ce que c'est simplement parce que toi, tu te sens pas compétent sur ces domaines? Est-ce que c'est simplement parce que tu n'as pas envie d'entraîner aussi des gens qui font du marathon? Non, clairement, c'est tout à fait normal aussi. C'est une bonne question. Le trail, déjà à Paris, c'est compliqué. Ouais. Et puis, je reconnais que j'ai pas cette expertise. Okay. J'ai un de mes collègues formateurs, Sylvain Cesbron, lui, je sais qu'on discute. C'est d'autres soucis, c'est une autre préparation. Donc j'ai pas cette expertise là, donc ça c'est très clair. Je pourrais me débrouiller avec du niveau amateur, mais je n'aurai pas ces prétentions là. Pour le marathon, je pense que c'est pas encore mon domaine de compétence. J'ai pas le même niveau, je pense, pour préparer au marathon que pour préparer sur la piste. Okay. Je sais faire, il y a pas de souci, mais pour aller chercher du très haut niveau, je pense que j'aurais besoin encore un peu plus de temps et d'accompagnement. Tu serais pas le meilleur choix en fait à proposer ça. Ouais, très clairement. Ouais. Je pense qu'il y a mieux en France pour accompagner. Mais c'est intéressant d'avoir cette lucidité sur ça mais aussi. Faut se le dire. Par exemple, j'ai eu la chance d'avoir des athlètes autour de 2,20 en marathon, donc c'est très bien. Mais entre 2,20 et moins de 10, il y a un monde. Il y a un gros monde. Et je veux dire, oui, alors les bornes, ainsi de suite, mais dans les choix des séances, ainsi de suite, je maîtriserai pas, je pense, assez. J'aurai pas cette finesse-là. Et en plus de ça, c'est pas un hasard si je maîtrise, c'est que ça m'intéresse un peu moins. D'accord. J'ai fait mon mémoire 1, on en parlait dans le premier podcast, sur le marathon. C'est hyper intéressant pour la physio, mais à entraîner, je trouve ça un peu plus ennuyant. Ouais, okay. Beaucoup trop de volume pour moi. C'est beaucoup plus monotone. Et cette part un peu de préparation physique, de technique. Et moi, j'aime aller vite, quoi. J'aime que les athlètes aillent vite, et c'est ça qui est grisant. Et on parle de détails. Je trouve qu'on a d'autres détails sur marathon, mais c'est pas de cet ordre-là. Donc je trouve ça moins stimulant, moins. Voilà. Dans le groupe, j'ai quand même une athlète qui fait du semi. Que j'apprécie d'entraîner. Vu le challenge, en fait, c'est pas forcément que j'apprécie de l'entraîner sur semi, j'apprécie de l'entraîner dans son projet. Mais c'est vrai que je préférais peut-être qu'elle fasse du 5000, 10 000. Ouais. Et vu que c'est elle, ça se passe très bien. Mais j'ai pas encore cette appétence pour la route. Okay. Surtout avec l'apparition des chaussures, je trouve qu'en fait, on a perdu un peu nos repères aussi. On sait plus trop à quoi ça correspond. Le 5 km, le 10 km sur route. Et le marathon, ça prend des proportions maintenant démesurées. Donc j'ai moins ce côté passionnel pour la route, c'est vrai. Ah oui, écoute, c'est pas pour te jeter des fleurs, mais je trouve ça hyper intéressant et sympa d'entendre ça, de voir un jeune entraîneur qui démarre, qui a des athlètes un peu de très haut niveau qui tout de suite font confiance, qui va pas forcément chercher à dire ok, là j'ai un athlète qui potentiellement est olympien sur marathon, je lui dis oui quoi qu'il arrive. Ça c'est il vient dans mon groupe. Non, mais c'est hyper important, mais c'est cool. Je vais reprendre l'exemple de Nicolas. Moi je lui ai dit je pense que je peux t'entraîner avec plaisir, mais j'ai aussi énoncé mes limites, c'est-à-dire que il a des conditions par rapport à l'année dernière qui sont moins optimales, je pense. Ouais. Qui suis-je pour dire je vais t'emmener à un meilleur niveau que ce qu'il a fait l'année dernière? L'année dernière, je ne sais pas comment il aurait pu faire une meilleure saison. Peut-être si, en passant en finale, peut-être sur les jeux. Bien mais sûr. On parle c'est un détail. Et ce qu'il a fait avec Jérémy, je suis désolé, mais même le meilleur entraîneur du monde, je suis pas sûr qu'il aurait fait mieux. Parce que Jérémy avait cette connaissance fine de Nicolas. Et moi, j'arrive après ça.
ouais, je me dis la pression, mine de rien. Et beaucoup de personnes m'ont déconseillé d'entraîner Nicolas. Et ça, c'est important de le dire. Parce que j'arrive avec un athlète qui a cette expérience, qui a un super résultat là. Et moi, je vais pas mentir, j'ai plus de chances d'échouer avec Nicolas que de réussir. Ouais, bien sûr. Et je ne lui ai pas dit ça comme ça, attention. Et c'est pas que je doute, de toute manière, j'aurai toujours du doute. Mais d'avoir conscience de ses limites et de se dire, bah, c'est une possibilité que ça ne fonctionne pas. Bah, c'est hyper important. Et pour revenir à ce que tu disais aujourd'hui, mais ça fait aussi partie de mon cursus de formation. Ça fait 7 ans que je suis avec Adrien. J'ai vu du haut niveau sur 1500 mètres, sur steep, sur 5000, sur 10 000. Et maintenant, il y a Valentin Gondouin sur marathon. Donc, je vois aussi tout ça. Bon, je pense que du 1500 au 10 000, je ne vais pas dire que je sais faire, mais je pense avoir maintenant une certaine finesse dans la planif pour faire du haut niveau là-dessus. C'est très perfectible. Je ne dis pas que je suis encore expert. Mais voilà, en tout cas, je pense que je peux accompagner un athlète, même si je dois encore apprendre. Sur du 800, je vais être très honnête, chez des gars, je pense que je peux m'occuper d'une 47, une 48. Donc c'est un bon niveau national. Solide. Chez les filles, je pense que je peux aller jusqu'à aller de 1, peut-être de 0. On verra. Là, j'ai une athlète, j'espère qu'elle se rapprochera de ça. Ouais. Mais aller chercher du très haut niveau sur 800 mètres, j'ai pas encore cette finesse-là. Ok. Mais parce que pour aller chercher du très haut niveau sur 800, il faut avoir des compétences d'entraîneur de sprint que je n'ai pas eu encore le temps de développer aujourd'hui. Et je sais que mes points faibles, je connais mes points forts. Et on les a identifiés tout à l'heure. Je suis quelqu'un qui a une balance scientifique, patati patata. Mais à l'inverse, j'ai pas eu le temps de développer mon œil d'entraîneur de sprint. Et c'est quelque chose qui me manque. Et même sur la muscu, c'est une muscu très fine que je n'ai pas encore eu le temps de développer. Et là, aujourd'hui, il y a une athlète de très haut niveau sur 800 qui viendrait me voir. Bon, ça va changer parce qu'il y a Anaïs qui a rejoint le groupe d'Adrien, donc je vois ça. Et pareil, je serais plus à l'aise à entraîner une fille qu'un gars sur 800 parce que c'est encore autre chose. Ok. Et je le dis, sur 800, je serais plus à l'aise à entraîner un gars, une fille qu'un gars, par exemple. Et à l'inverse, sur d'autres distances. Tu saurais expliquer ça déjà, c'est bizarre à dire, mais j'ai plus de filles à entraîner que de gars. Ouais, ce qui est déjà un bon. Enfin, ce qui est non négligeable. En fait, j'ai grandi avec 3 sœurs, donc je pense que j'ai une part dans le management, et c'est ce que j'aime. Moi, je veux dire, j'aime entraîner des filles. Je peux pas dire pourquoi, je trouve ça peut paraître bizarre de dire ça, mais j'ai un lien, je trouve, avec mes athlètes féminines que j'apprécie beaucoup entraîner des filles. Je dis pas que j'aime pas entraîner des gars, j'adore aussi. Mais j'ai vraiment, on entend beaucoup de coachs dire à l'inverse, je déteste je voudrais pas entraîner des filles. Ouais, j'ai souvent entendu ça. Ouais. Moi, j'avoue que ça m'horripile de dire ça, d'entendre ça, parce que il y a des préjugés derrière, et moi, j'avoue que ça m'agace. Par contre, moi, j'avoue, j'aime vraiment cette stimulation parce qu'on n'entraîne pas une fille comme on entraîne un mec. Ouais. C'est très différent. Dans le management et même dans l'entraînement, il y a des différences. Et c'est inévitable. J'aimerais beaucoup faire je fais un tout petit aparté, mais c'est vrai que j'aimerais beaucoup faire un double sujet en fait. Ouais. De femmes qui entraînent des femmes ou qui entraînent des hommes et l'inverse. Le problème, c'est qu'on a peu de femmes entraînées par des hommes et entraînées par des femmes. Mais on a peu d'entraîneurs, de figures féminines entraîneurs. C'est vrai que on a Christelle Donnet qui, pour diverses raisons, malheureusement, a pas continué. Ouais. Et je pense que c'est dommage, et c'est pas à cause d'elle, mais elle avait vraiment des compétences et elle aurait pu faire beaucoup de bien. Là, j'ai la chance d'avoir 2 jeunes filles qui s'intéressent à l'entraînement. Je leur dis, passez vos diplômes, venez. J'essaye de proposer une formation continue, et c'est parce qu'on en a besoin. Ouais. Et je pense qu'on est dans un système où il y a trop de figures masculines, et ça nous ferait du bien d'avoir un peu de figures féminines. Je partage tout à fait ton constat, c'est que, et j'en suis le premier, à la fois victime et coupable, c'est que quand je fais des épisodes d'Honor Marks, je sais que là, sur les 40 épisodes que j'ai proposés, il y a eu une invitée féminine. 2. Bientôt 3, mais en fait c'est hyper minoritaire, et c'est vrai qu'il faut. Mais le sport féminin, et là je remercie, il y a des collègues qui sont intéressés. Il y a Hélène Joncheret, sociologue ici. Il y a Sylvaine qui est aussi une sociologue pour l'université de Brest, Christine Anon, qui ont fait un peu un rapport et un état des lieux sur l'accessibilité du sport de haut niveau en France. Entre hommes et femmes, notamment pourquoi les femmes elles sont moins représentées, quoi. Ouais. Ça va en s'améliorant, et c'était hyper intéressant, et je pense qu'on faut pas sous-estimer ce que c'est être une femme aujourd'hui. Je pense qu'on n'a pas les mêmes chances, clairement, et on n'a pas une femme qui accède au très haut niveau, et on en voit, c'est en termes de nombre d'athlètes féminines en demi-fond qui font du très haut niveau, on n'en a pas beaucoup. Et c'est très complexe. Et il faut se poser les bonnes questions. Il faut arrêter de dire non, mais c'est parce qu'elles sont plus. Il faut arrêter. Non, c'est faux. C'est nous les principaux responsables. On ne met pas nos athlètes dans les meilleures conditions pour être performantes. Pour des pressions sociétales, on n'a pas les mêmes attentes. Et c'est hyper important d'identifier ça pour ensuite proposer des remédiations. Ouais, et puis j'imagine aussi peut-être pas forcément les bonnes formations. Là, il y a un sujet que j'aimerais bien faire avec
avec quelqu'un de l'INSEP sur tout ce qui est planification, Ouais, entraînement. Julien vis-à-vis des- Interro, peut-être, je sais pas si c'est elle, mais en tout cas de l'Hermès, Ouais. ça serait très bien. Et si en on gros, pouvait ce faire ça. serait le sujet de l'épisode, ce serait un peu quels sont les outils dont disposent les entraîneurs pour planifier l'entraînement des femmes en fonction de leurs Mhm. règles, des choses comme ça. Bah, c'est des choses qui sont à prendre en compte. Non, mais c'est Et tu vois, hyper pour intéressant. revenir à ce que tu disais, oui, j'aime beaucoup entraîner aussi bien des hommes que des femmes, mais en tout cas, ça me dérange pas du tout d'entraîner des figures féminines dans mon groupe, et au contraire. Et heureusement qu'elles sont là parce qu'elles apportent aussi leur touche à l'entraînement. Ouais. Elles sont très complémentaires avec les gars, et le groupe ne serait pas ce qu'il est si elles n'étaient pas là. Et à l'inverse, les gars, s'ils n'étaient pas là, ils seraient pas. Ouais, bien sûr. Mais c'est hyper complémentaire. Et j'avais une autre question à te poser, c'est qu'est-ce qui te plaît aujourd'hui? Alors c'est une question un peu bateau, mais qu'est-ce que tu aimes faire en fait dans ce nouveau poste de coach par rapport à Polygone? C'est quoi en fait il y a les ambitions de tes athlètes, il y a les ambitions un peu de l'équipe, et toi tes ambitions à titre personnel c'est quoi? C'est parce que tu disais j'ai envie de développer un peu de compétences, de prendre un peu de galon et tout ça, mais c'est quoi là que tu aimerais bien construire avec cette team? Je te remercie pour ta question parce que je pense que en tant qu'entraîneur, on se pose pas assez la question de pourquoi on fait notre métier. Ouais. Mais c'est une vraie question. C'est bien, Et tu je vas pense avoir que- une heure devant toi pour te poser la question. Et je pense que si la réponse c'est pour briller, pour faire des médailles, ça peut être la finalité, mais je suis pas sûr que ça soit une raison intrinsèque qui soit. Peut-être qu'on peut l'avoir. Je suis pas là pour juger. En tout cas, moi, c'est pas celle que j'ai envie d'avoir parce que nos intérêts passeraient premiers au détriment de ceux des athlètes. Ouais. Et moi, en tout cas, à titre personnel, mon but et c'est pas de la fausse humilité, vraiment, ou la fausse modestie. C'est pas ça. Moi, là où je m'épanouis le plus, c'est de me dire que j'accompagne un projet à son terme pour que cette personne puisse s'épanouir. Et c'est pour ça que je l'ai dit dans ce groupe-là, le choix qui a été fait, c'est pas le niveau de la performance, c'est le niveau d'investissement. Parce que j'avais pour objectif de les aider, mais s'ils n'étaient pas prêts à s'investir, bah, j'aurais été limité et du coup frustré. Et là, j'aurais pas pu faire du bon travail. Donc moi, à titre personnel, et pour le haut niveau, en fait, c'est pour ça que c'est hyper grisant. Et c'est pour ça qu'on pense que... Mais les entraîneurs de club qui veulent faire du haut niveau, il faut pas se méprendre. Si c'est pour faire des médailles, bah faites pas du haut niveau, vous pouvez en faire dans les clubs. Ouais. Dans le haut niveau, on touche d'autres choses, et la singularité entre un entraîneur amateur et professionnel, c'est qu'il touche à tous les aspects de la vie de l'athlète. Et c'est ça, c'est un manager aussi. Et de se dire qu'est-ce que je mets en place, quel management je fais dans toutes ces dimensions pour mettre à bien ce projet-là. Et c'est ça que moi j'adore, c'est en fait il y a l'entraînement, il y a la planif, il y a les contenus. Ça, en tant que scientifique, je peux que aimer. Essayer de relier un effet à une cause, bah, c'est hyper stimulant de dire si je fais ça, ça va peut-être changer ça. C'est sûr, c'est trop bien. La planification, c'est hyper grisant de faire un rétro-planning pour amener à l'athlète à ce moment-là. Mais il y a une autre partie que j'aime beaucoup, c'est ce relationnel avec l'athlète, mais aussi tout cet environnement. Les managers, les marques, les organisations des meetings, la fédération, potentiellement les collègues. Et tout ce lien-là, en fait, et on parle beaucoup de physio-bioméca, mais on parle pas assez des sciences telles Alors que que la ça psycho, compte. la socio. Mais si on n'a pas ça, et si on n'est pas bon là-dedans, on n'a rien à faire en tant que alors coach. que ça compte de ouf. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, si j'arrête d'être coach, je pense que j'aimerais bien être CPE ou des trucs comme ça, quoi. Mais parce que tu as du lien avec des gens où tu sais que tu vas potentiellement leur être utile. Ouais. Et c'est ça que j'aime bien dans le milieu de l'entraînement. Et en plus de ça, c'est le côté performance. Oui, j'aime la performance, j'aime l'excellence en tant que perfectionniste. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime au plus haut point. Ouais. Mais il n'y a pas que ça qui me rattache. Non, mais je trouve ça cool d'avoir un peu ce point de vue-là, parce que c'est vrai que c'est pas du tout pour discréditer de certains entraîneurs et tout ça, mais je suis pas sûr que tous les entraîneurs aient ce point de vue, cet amour, on va dire, de la personne dans son ensemble. Il y en a qui voient peut-être un projet, il y en a qui voient, comme tu disais, j'en connais pas personnellement, mais il y en a peut-être qui voient vraiment le côté médaille, le côté notoriété, tout ça. Mais il en c'est faut, intéressant. attention, j'ai des collègues qui ont cette envie d'être des performeurs. Ouais. Et je dis pas que c'est pas bien, au contraire, il faut, et je pense que c'est eux qui feront les plus bons résultats. Mais par exemple, si je devais le faire un choix un peu dichotomique, voire manichéen entre je suis le meilleur entraîneur du monde, mais bon, parfois au risque de faire des choix auxquels je suis pas aligné, bah non, moi je préfère me dire j'entraîne des très bons athlètes, mais par contre je kiffe ce que je fais. Ouais. Et ça pour moi c'est hyper important au quotidien, et surtout quand je fais un métier qui est parfois en dissonance avec mes convictions. Et voilà, je suis quelqu'un assez... L'écologie aujourd'hui, j'avoue que je suis pas tout le temps aligné avec ma profession. Ouais. Il y a de plus en plus de violences qui sont mises en évidence. Dans notre sport, on sait qu'on n'est pas blanc. Et comment on fait pour gérer tout ça? Parfois, il y a vraiment, ça heurte avec des convictions fortes que j'ai. Et si ça, j'arrive pas à le mettre au quotidien sur le devant,
j'arrêterai mon métier parce que je serai pas épanoui dans ce que je fais. Ouais. Donc ça, c'est super important. Il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est que j'ai partagé une séance avec toi, avec quelques athlètes de ton groupe et tout, et c'était hyper cool. Un truc qui m'a assez impressionné, en tout cas, j'observais comme ça parce que je suis là pour un peu recueillir ton témoignage et voir comment ça fonctionne, mais un truc qui m'a pas mal bluffé, c'est le petit mot pour tout le monde, le petit, comme tu disais, débriefing briefing avant la séance, débriefing après. Je laissais un peu traîner mes oreilles, tu vois, mais je trouvais ça intéressant de voir comment tu prends le temps pour chaque athlète. Et plus que ça, c'est que je vois plein de coachs qui prennent le temps pour les athlètes. Ça, c'est pas tellement nouveau, mais là où j'ai l'impression qu'il y a quand même un truc, c'est que je saisis l'intérêt que tu as pour ce que l'athlète te dit. Parce qu'autant tu as des coachs, tu vois, ils vont te dire, bon alors aujourd'hui ça va, t'as trop mangé, bon tu fais un peu moins, ou alors t'es fatigué, ok, bon, voilà. Ouais. Mais là j'ai l'impression, quand je t'ai entendu discuter avec des athlètes, tout ça, j'ai l'impression que tu as besoin vraiment pour la semaine prochaine savoir vraiment, là aujourd'hui c'était comment, demain ce sera comment, et tout mais ça. En fait le haut niveau, et même là si c'est pas des athlètes tous de haut niveau, ce qui fait la différence au moment, c'est pas que les contenus d'entraînement, c'est les choix qu'on va prendre. Et pour faire le bon choix, il faut qu'il soit le plus éclairé possible. Et toutes ces informations-là, c'est hyper important. Ouais. Donc j'ai des athlètes qui sont parfois très anxieux et qui vont passer des mauvaises nuits. Ça va avoir des répercussions si ça dure des semaines. Parfois, ils peuvent prendre un traitement. Ça, si on communique pas, je peux pas le savoir. J'en ai engueulé plus d'un parce que parfois, j'ai une athlète, elle va rigoler parce qu'elle va se reconnaître, et qui vient du pentathlon moderne. Ouais. Bon, ils font des heures et des heures de travail. Elle arrive dans un système où elle a l'impression de pas s'entraîner. Ouais, mais ma cocotte, si tu veux être performante, faut me faire confiance parce qu'il y a plus d'intensité. Et la preuve, c'est que parfois ça tire un petit peu l'infibulaire. Et je lui ai dit, ça fait 2 semaines, mais tu me préviens qu'au bout de 10 jours. Ouais. C'est 10 jours de trop déjà. Et là, maintenant, la douleur elle est un peu installée. Bon, on va faire le mieux avec le kiné. Mais en fait, la communication, et c'est pour ça que j'ai un fonctionnement où le coaching à distance, ça peut marcher pour du long, si on fait du très haut niveau, ou pour de l'amateur. Pour de la piste, j'ai du mal à voir. En tout cas, dans mon système, ça peut marcher. Il y en a qui le font très bien. Et je pense que ça demande des années d'expérience. Et aujourd'hui, j'en suis pas capable, en tout cas à titre personnel. Mais moi, j'ai un fonctionnement où parfois, ils font je les vois 4-5 fois par semaine. Et par contre, ils ont un drive où je leur envoie leur plan individualisé. Ils ont une case, la difficulté de la séance perçue, le nombre de bornes associées. Ils ont une case commentaire. Okay. Et je les engueule s'ils ne me remplissent pas la case commentaire. Et là, il faut mettre RAS, il faut qu'il y ait un truc. Et je leur dis parfois... Je leur envoie pas leur plan parce qu'ils m'ont pas rempli mais parce que je peux pas planifier si j'ai pas eu de retour, ou je risque de faire des erreurs, et si je fais des erreurs ils vont me le reprocher, et moi je suis pas prêt à endosser des responsabilités là-dessus. Et tu vois, c'est pour ça que tu disais c'est pas juste pour faire du social que je fais ça, c'est qu'en effet j'ai un besoin, et même avant la séance, moi j'ai écrit ma séance parce que parfois je mets un peu à déterminer ou à préciser, parce que jusqu'à la dernière minute je suis pas confiant sur il y a peut-être tu te laisses une latitude exactement. Et parfois tu l'as vu tout à l'heure, j'ai enlevé une rep où j'ai augmenté parfois des récup ou à l'inverse pincé, parce que l'athlète n'était pas dans les conditions dans lesquelles je pensais qu'il serait ce soir. Ouais. Et c'est pour ça, en fait, juste le commentaire, et ce qui est très bien, c'est qu'on peut l'objectiver via la science. Tu vois, on parle souvent du lactate, du HRV, des trucs comme ça. En fait, c'est des outils qui nous permettent d'objectiver ce qu'on va percevoir en tant qu'entraîneur. Mais pour moi, je reste convaincu, il n'y a rien de mieux que le déclaratif, mais ça demande quand même des conditions de confiance et de transparence. Et c'est très imparfait aussi. C'est pour ça qu'il faut entrecouper le tout, je pense. Ouais, non, mais je trouve ça hyper intéressant. Et comment tu arrives à justement un peu créer ce contexte de confiance, ce climat de confiance où je vais te dire une bêtise, mais imaginons tu as un championnat de France dans 2-3 semaines, tu as un athlète qui commence à pas avoir mal ou qui sent qu'il est un peu fatigué, mais il sait que c'est vraiment là où il faut un peu, c'est le moment clé de la prépa. Comment tu arrives à toi faire en sorte qu'il y ait cette bonne communication sur attention, mon athlète il sait qu'il peut me dire les choses. C'est pas évident, et là j'ai fait l'expérience avec un athlète qui est arrivé dans le groupe cette année, qui a son expérience, et il y a eu un défaut de communication, je pense, et j'en suis aussi le premier responsable, je mets pas que la faute sur lui, ce qui fait que il a eu une grosse période vraiment assez sombre, il a beaucoup douté, et on n'a pas perdu du temps, mais ça s'est pas fait comme on devait. Donc forcément, c'est un mot bateau, mais la communication, c'est au cœur de tout ça. Et en fait, plus on se rapproche des événements, plus ça doit être fluide et limpide. Et en fait, on fait pas assez de préventif. Mais tout ça, c'est quelque chose qui se construit dans le temps et avant les grandes échéances. Donc là,
En fait, cette situation, si elle arrive, je pense que je peux tranquillement éteindre un peu l'incendie parce que je connais l'athlète en question. Ouais. Parce que je sais les mots qui vont potentiellement rassurer, mais parce que je connais aussi son entraînement. Et en fait, s'il est pas prêt, je vais lui dire, je vais pas lui mentir au bout d'un moment. Et ça demande d'être honnête, ça demande d'être aussi clairvoyant et ça demande une construction. Et c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Et là, tu parlais de Sacha, ça fait là, je crois la 3e, 4e année qu'on est ensemble. Forcément, j'ai une connaissance de connais, Sacha. Et là, je l'ai engueulé. Il a fait une compète à Val-de-Reuil. Il a pris un coup de stress, quoi. Et je l'ai vu sur la tête de départ et la ligne de départ. Et je savais qu'il allait foirer parce qu'il était livide. Ouais. Et je le connais, Sacha, et je savais que ça allait pas... Bon, en plus de ça, malheureusement, ça s'est vraiment pas bien passé. Et parce qu'il était stressé, ainsi de suite. Et à l'inverse, j'ai d'autres athlètes qui, ça se construit parce qu'ils ont aussi leur caractère, leur expérience. Et il faut que je leur fasse confiance. Et il faut que eux aussi, au fur et à mesure et petit à petit, ils vont me faire confiance. Et c'est ce que je leur ai dit là, tous cet hiver. Tous n'ont pas eu les résultats qu'ils devaient. Certains même ont eu des petits pépins physiques. Et je leur dis par contre, ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a tous appris cet hiver. Et je suis sûr que ce qui s'est passé cet hiver, il y a un plus grand bien qui va en sortir pour cet été. Et j'en suis convaincu. Et je donne rendez-vous cet été. Je suis quasiment convaincu, sauf des aléas, mais que ça va marcher pour tout le monde. Attention. Non, mais j'en Attention. Sauf voilà, on n'est pas à l'abri d'erreur. Mais je suis convaincu que ce qu'on a fait là, potentiellement comme erreur, ça sera pas reconduit. Mais c'était nécessaire. Ouais. Vraiment. Et c'est quoi désolé, enfin je m'excuse, je pose beaucoup de questions, mais je pense que c'est un peu le but aussi de pourquoi on est là. Mais parce que j'ai écrit bien sûr une trame avec certaines questions, mais comme on a passé 2 heures ensemble avant, il y a plein d'autres questions qui me viennent à l'esprit. C'est quoi justement là, tu parlais de petites latitudes avant une séance, de l'importance d'avoir un retour et vraiment que t'engueules tes athlètes si jamais ils te font pas de retour. Mais en fait, toi, dans quelle mesure tu es capable de moduler? Et qu'est-ce que tu vas chercher comme info pour t'aider à prendre la bonne décision? En fait, il y a plusieurs temps. C'est-à-dire que quand je fais à distance, ou plutôt dans le temps, quand je planifie, je sais où je veux les emmener. Donc ça, c'est plusieurs mois, parfois plusieurs semaines à l'avance. Après, il y a le dimanche ou le week-end, quand je fais mon plan, je regarde ce qu'ils ont fait la semaine d'avant, parfois un peu d'après. Je me dis, bon, ils sont comment par rapport à ça? Donc je vais un peu planifier de manière plus précise ma semaine. Et là, parfois, je me laisse cette liberté de me dire potentiellement les récup et ainsi de suite. Et parfois, il y a le même avant la séance où je vois, oula, petite tête, je le sens pas là. Et du coup, par rapport à ce que j'ai marqué sur mon papier, je vais peut-être redonner, ou alors souvent, je les appelle avant où il y a les messages qui me permettent de réajuster juste avant si je veux pas être pris au dépourvu. Et parfois, comme tu l'as vu ce soir, mauvaise surprise, l'athlète est pas comme je l'attendais. Bon, ça demande de augmenter la récup, ou à l'inverse, Nico, là tu l'as vu sur la dernière séance, il était bien. Et il me disait il m'a dit de la dernière course j'étais trop confortable quoi. Et du coup je dis hop, on squeeze 30 secondes. Et c'est des trucs où je l'ai pas forcément réfléchi avant, c'est des choses, des possibilités que je me laisse. Et ça, c'est des choses que je fais parfois où je rajoute une distance surprise, je cut les récup, ou à l'inverse aussi, je peux laisser plus de récup si je veux. J'ai enlevé une série ce soir pour une des athlètes. C'est des choses que... Dieu merci, tu nous as donné 10 secondes de plus pour le 20 x 300. Voilà, ça c'était cool. C'est des trucs comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs temps en fait et ça demande de la souplesse. Et je pense qu'un coach de haut niveau, c'est ce qu'il doit savoir faire, c'est faire preuve d'adaptation. Ouais. Parce que encore une fois, c'est une illusion de croire que c'est parce que je fais telle chose que je vais avoir tels effets. Ouais. On est dans un système, on est des êtres humains qui vivent en société. C'est tellement multifactoriel la performance que pour isoler, on n'est pas des robots. Faut pas croire qu'on va avoir les effets escomptés. Ouais. Et nous, notre but, c'est de les planifier et de dire voilà, dans le monde idéal, je voudrais ça, mais parfois, ça demande de relever ou parfois d'abaisser certains curseurs pour arriver aux effets escomptés. Et c'est ce qui peut se passer. Ouais, ce soir, j'ai vraiment l'impression, alors je dis pas ça que pour toi, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres entraîneurs sur notre session, il y avait plein d'athlètes de tous les niveaux, un peu de toutes les distances, toutes les disciplines, mais ce soir, j'ai vraiment l'impression d'avoir eu sous les yeux ce que c'est une bonne vision d'ensemble de ce que c'est que l'entraînement de haut niveau, même avec des athlètes plus modestes. C'est pour ça, moi je lance pas et c'est pas de la prétention et je veux pas lancer la pierre non plus aux collègues, parce que quand on est dans les clubs, et tu l'as dit, parfois on a des groupes de 50. Ouais, bien sûr. Comment on fait? Et moi je pense j'ai un collègue là qui m'impressionne, c'est Jean-Jacques Mine qui est à Charenton. Il a, je crois, 80 athlètes, mais je sais. Moi, genre 16, je suis presque au bord de out. Je me dis, mais comment on fait? Et pourtant, ces athlètes, ils performent. Ouais, ils tournent à Charenton. Et ils sont vraiment. Et ils ont tous un lien avec lui. Il y a beaucoup d'affection. Et je me dis, je sais pas comment il fait, c'est un extraterrestre. et parfois, il y a des athlètes, des entraîneurs, c'est déjà parce que peut-être ils n'ont pas cette fibre-là, parce qu'ils n'ont jamais appris à le faire. Et aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Moi, j'ai la chance d'avoir des moyens. C'est pour ça que je remercie le club. J'ai la chance d'avoir un super staff.
qui me permettent d'être disponible pour mes athlètes. Ouais. Mais si je dois gérer tout le reste, je suis pas à l'entraînement. Et c'est pour ça l'entraîneur qui peut être un entraîneur de haut niveau, il peut l'être, mais parce qu'il a que ça à faire. Ouais. Et c'est un métier. Et ceux qui arrivent à faire du haut niveau alors qu'ils sont pas dans des structures de haut niveau, chapeau à eux. Et c'est ce qui fait envie. Et par contre, à l'inverse, faut pas idéaliser ce que c'est aussi, parce que c'est beaucoup plus stressant. Ouais, c'est un boulot. Il y a plus exactement. Et ça veut dire aussi qu'on a moins le droit à l'erreur. Et par contre, on a aussi beaucoup plus de choses à gérer. Donc voilà, il y a aussi le revers de la médaille. Il faut pas idéaliser l'un ou l'autre. Non, mais j'aimerais bien faire un épisode aussi avec justement. Là, j'ai l'occasion d'enregistrer des épisodes avec des coachs qui sont plutôt professionnels, enfin qui ont comme tu dis, les moyens de faire ce qu'ils ont envie de faire à l'entraînement. Et j'aimerais bien faire un épisode avec un ou deux coachs où au contraire, eux, ils n'ont rien, ils n'ont pas de piste, ils n'ont pas tellement de formation et tout, mais ils arrivent quand même à se démerder. Et c'est pas les plus mauvais en général, parce qu'au contraire, eux, ils se disent on n'a pas le choix et ils ont une capacité de résilience, ces gens-là. Mais par contre, je pense sincèrement, pour du très haut niveau, ça va être limitant au bout d'un moment. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai que là, on en parlait avec certains référents fédéraux, c'est comment on peut cibler les athlètes pour les aider à les amener vers des structures qui leur permettront d'être le plus performant possible. Tu vois, flécher. Et c'est un reproche que je fais à nous en tant qu'entraîneurs, aux institutions, mais aussi au club, où parfois on réfléchit pas au bien de l'athlète et on a envie, parce qu'on est athlète performant, de le garder. Or parfois ce qui est mieux, c'est peut-être qu'il parte, cet athlète-là. Et comment on peut avoir cette reconnaissance pour l'entraîneur formateur qui n'est pas court-circuité du jour au lendemain, et pour que cet entraîneur il se dise mais oui, c'est bien pour toi que tu ailles dans une autre structure, parce que moi j'ai atteint mes limites aujourd'hui, c'est pas mon métier, j'ai pas cette disponibilité temporelle. C'est une grande force de connaissance de soi aussi de dire ça. Je pense qu'une des qualités de l'entraîneur de haut niveau, c'est faire preuve d'humilité, et même d'entraîneur tout court. Et c'est ce que je dis, si notre but c'est d'être des performeurs, ça sera parfois au détriment de l'athlète. Et on en revient à ce que je disais là, parfois si le bien de l'athlète, c'est même qu'ils partent. Mais qu'ils partent, moi, c'est pas grave, je le prends pas personnellement et c'est pas grave du tout, quoi. Ça va dans le bon sens. Bien sûr, mais non, mais il faut. Non, mais c'est hyper intéressant. Dernière question. Bon, là, on a beaucoup parlé, mais c'est super d'avoir un peu ce témoignage-là. On a beaucoup parlé de ton équipe, de ton rapport avec cette équipe, ces athlètes, plein de choses. Dernière question là-dessus, c'est toi, tu as un gros background scientifique. Voilà, a priori, tu piges pas mal de trucs sur comment ça fonctionne en athlète. C'est correct. Tes athlètes, ils sont comment vis-à-vis de ça ? Parce que je sais que moi, rien que dans mon groupe, il y a des athlètes, ils s'en contrefoutent de savoir comment ça fonctionne. On leur donne le plan, on leur donne les consignes. Ok, j'applique, ça marche, je suis content. Il y en a qui remettent tout en question. Mais des fois, c'est super d'avoir un athlète un peu qui dit là, pourquoi est-ce qu'on fait ça et pas ça ? Toi, tes athlètes, ils sont comment ? Est-ce qu'ils sont hyper friands d'explications, de justifications ? Ils attendent en fait de toi un peu que tu pousses et que tu pas les convainques, mais que tu défendes ta vision ? Ou alors, au contraire, ils ont mis un peu une boîte noire, ils disent c'est le coach, docteur Chiron, il sait comment ça fonctionne et on y va. Il y a vraiment tous les profils. Okay. J'ai des ingénieurs, j'ai parfois même des docteurs, j'ai des gens qui sont pas du tout dans le domaine de la science ou de l'entraînement. Donc c'est vraiment très varié. Et j'ai tous les profils. J'ai des gens qui aiment calibrer, ainsi de suite. Et eux, je dois vraiment les freiner. Parce que pour moi, c'est aussi un frein quand je veux trop comprendre. Tu vois, des tests HRV, ainsi de suite. Ah, mais je suis pas bien, je vais pas performer. Ah non, c'est pas une science exacte. Et en fait, ça va plus être handicapant. L'ASP, l'accompagnement scientifique à la performance, peut être un vrai atout quand c'est bien fait. Quand on a trop d'informations, on peut s'y perdre. Et quand on n'a pas les bonnes clés pour les comprendre, on fait des mauvais choix. Donc j'ai potentiellement ce type d'athlète. Et à l'inverse, j'en ai qui s'en foutent. Et l'avantage que j'ai, je reconnais que j'ai cette chance-là, c'est que j'ai au moins à leurs yeux cette crédibilité. Alors peut-être à tort, encore une fois, je connais pas tout, mais ils disent, et parfois j'avoue que je dis des trucs, je suis même pas sûr du tout, mais vu que c'est un peu entre guillemets coach Dr Chiron qui parle, ouais, il a raison, alors que c'est pas vrai, quoi. Mais parce que parfois il faut juste cadrer et leur dire ok, pose le cerveau, c'est comme ça que ça se passe. Et en général, comme j'ai la chance de pouvoir justifier ce que je dis, et ils ont cette confiance-là, pas que parce qu'ils me connaissent, mais parce que j'ai cette valence scientifique. Et c'est vrai que c'est une crédibilité, mais même aux yeux des collègues ou des autres athlètes, qui est une vraie valence, je pense, au quotidien. Et toi, tu pousses aussi un peu ça ? C'est-à-dire que, est-ce que toi, ça t'intéresse de te dire, j'éduque un peu mes athlètes sur différents sujets, essayer de leur donner cette sensibilité sur comment fonctionne mon corps, ou tu veux pas forcément trop parler de ça pour pas trop les perdre ? J'ai beaucoup évolué, c'est-à-dire que plus j'étais étudiant et plus j'avançais, plus j'ai l'impression de savoir plein de trucs, et puis en fait plus on avance, plus on a l'impression de rien connaître. Et c'est vrai qu'au début je voulais tout paramétrer, beaucoup mesurer, et puis plus j'avance,
et plus je me rends compte qu'il y a tellement de limites dans les outils, ainsi de suite, que pour certains profils, ok, je trouve ça intéressant et pertinent parce que je vais objectiver mon ressenti. À l'inverse, pour d'autres, ça va être trop anxiogène. Donc déjà, il y a un style de management qui est différent en fonction de l'athlète. Ouais. Par contre, ce qui est sûr et certain, moi, ce que je leur dis, en fait, c'est leur projet. Et eux, s'ils veulent faire un projet de haut niveau, ou en tout cas de leur meilleur niveau, il faut qu'ils ressentent les choses. Et moi, je suis vachement dans le ressenti, mais pas le subjectif. Je suis pas au doigt mouillé, c'est pas ce que je dis. Mais je dis, quand je veux quelque chose, tu vois, j'ai une intention, je veux être sûr qu'ils comprennent mon intention et que l'intention, elle soit intégrée. J'ai entendu intention aérobique tout à l'heure. C'est hyper important, et du coup, parfois, c'est pour objectiver leurs intentions et qu'on soit aligné, je viens de l'objectiver avec une mesure. Ça peut être de l'AFC, mais ça peut être aussi une RP, une difficulté de la perception. Ouais. Ça peut être du kilométrage, mais ça peut être du lactate, ça peut être du HRV. Tu vois, il y a plein de choses qui me permettent, en fait, mon intention, de l'objectiver pour leur dire voilà ce que je voulais et voilà, regarde où tu dois être parce que je t'ai donné. Et à la fin, ils commencent tellement à se connaître que si je leur dis intention 3,05, je caricature, mais ils savent très bien ce que je veux. Ouais, et tu vois, je leur dis par exemple sur un footing un peu actif, là, si je suis avec vous à vélo, et tu dois être à telle zone de FC, telle zone de lactate. Mais moi, ce que je leur dis, c'est à ce moment-là, tu dois pouvoir échanger quand tu veux avec moi. Tu dois pas être en difficulté respiratoire. Donc, c'est plein de choses qui me permettent de calibrer mon entraînement et ces intentions-là. Ok. Écoute, c'est hyper intéressant. Je pense qu'on a plus ou moins clôturé la première partie. Maintenant, j'aimerais qu'on aborde. Ça fait déjà presque 1 heure qu'on parle. Donc, on a plein de choses à dire, mais c'est cool. Je trouve ça intéressant de voir que. Même sur un deuxième épisode, on pourrait en faire 5 ou 6, donc merci encore pour ça. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu plus de la partie, capter toi ta méthode, capter un peu ta philosophie d'entraînement, parce que là, on a parlé de plein de choses, on a parlé de ton groupe, tout ça. Moi, il y a une question qui m'intéresse. Je serais incapable de te dire d'où je sors un peu cette citation. Je ne sais même pas si c'est une citation, mais j'ai toujours entendu dire qu'en athlé, en sport et tout ça, il n'y a pas un chemin pour arriver à un résultat. Et on voit aujourd'hui, cette semaine, il y a eu plein de records du monde qui ont été battus, il y a plein d'athlètes qui font des perfs stratosphériques. Quand on regarde un petit peu dans le détail qu'est-ce qu'ils font, avec qui ils bossent, dans quelle philosophie d'entraînement ils s'inscrivent, en fait, il y a le jour et la nuit qui se rencontrent sur la piste. Le seul point qu'ils ont en commun, c'est qu'ils courent vite et qu'ils font parfois les mêmes chronos. Ouais, je suis à 100% d'accord. Mais plusieurs niveaux de réponse. C'est-à-dire, le premier, oui, il y a plein de chemins pour arriver à la performance. Ouais. Et ceux qui pensent que la science elle est prescriptive de l'entraînement, moi ça m'interroge parce que la science sur les athlètes de très haut niveau, il y en a très peu. Et si on en a, ça va être très compliqué de faire des stats et des choses où on peut en ressortir parce qu'il va y avoir un problème de reproductibilité qui a quand même un vrai biais dans la science. Et il faut se rendre compte que le but de la science, c'est de tirer des modèles et avoir des niveaux d'analyse de plus en plus précis et de réduire le niveau d'incertitude. Or, on fait pas du monsieur madame tout le monde. On fait l'inverse. En fait, on a que des exceptions. Ouais. Et parmi ces exceptions, ils sont tous différents. Donc tirer des modèles et se dire on a tous les mêmes seuils ou en tout cas on travaille au seuil, bien sûr ça demande de l'individualisation, mais même les seuils quand on voit les méthodes comment ils sont déterminés, moi ça me pose question. Donc la science oui, mais pour moi elle est descriptive et elle me permet de renforcer les effets, d'objectiver l'effet que je voulais avoir de mon entraînement. Ça, c'est le premier point. Ouais. Et la meilleure comparaison que je peux prendre, et ça, parfois les gens, ça les fait bondir parce qu'ils se disent non, mais ça n'a rien à voir, ainsi de suite. Mais tu vois, je sais pas, on prend une recette d'un millefeuille et on fait un concours d'un millefeuille. Et à la fin, on va juger le meilleur millefeuille. Okay, on va dire c'est du subjectif, il n'y a pas de souci. Bon, nous, on a un sport qui est chronométré, mais il y a quand même une part de subjectif dans l'entraînement. Mais c'est la même chose de se dire pour une recette de cuisine, pour arriver à tout ça, ça va dépendre, il y a plein de méthodes. Et en fait, pour pousser encore plus loin l'analogie, ça va dépendre du cuistot et de son expertise, ça c'est important. Oui. Mais ça va aussi dépendre du produit brut. Et si j'ai des produits frais, locaux, si j'ai du congelé, ainsi de suite, je vais pas avoir la même manœuvre pour faire un super plat. Mais ça veut pas dire que je vais pas arriver à faire un super plat. Je vais pas les mêmes limites. Et en fait, il y a tout ça qui dépend. Et si je repousse encore plus loin l'analogie, si je dis que l'entraînement c'est que de la physiologie, ou en tout cas beaucoup de physiologie, c'est comme dire la cuisine c'est que de la chimie. Ouais. La chimie. C'est que peser les aliments. En fait, la chimie, elle va tout nous permettre parce que c'est que des réactions moléculaires, ainsi de suite. L'équation, c'est que ça. Mais on oublie l'esthétisme,
on oublie le mec qui fait la sauce, on oublie le mec qui va permettre d'avoir l'accord mets-vin, on oublie la qualité du chef. En fait, il y a tellement d'autres paramètres et c'est pas que ça ce qui fait d'un bon plat. C'est pas que le fait de dire c'est 101,3 degrés, je dis n'importe quoi, mais c'est tout ça qui fait qu'à la fin on a un super plat. La performance c'est la même chose. Ça va dépendre de la connaissance que j'ai de l'athlète, son niveau d'expertise, ça va dépendre de sa physiologie. Donc là c'est important en effet d'établir un tableau de ses compétences physiologiques, mais ça va dépendre d'autres choses, son contexte social, sa qualité psychologique, son histoire, son éducation. Ça va dépendre aussi de ses motivations. Il y a trop de choses qui rentrent en jeu pour dire que c'est que de la physio. Donc moi, c'est un peu ma philosophie de se dire j'ai pas de modèle, j'ai des convictions, j'ai pas de certitude. Et l'une de mes citations préférées, c'est Léon Daudet, c'est atteindre le doute du doute, c'est le début de la certitude. Et je pense que la certitude, c'est pas bon. Et je redonne l'autre, c'est un point de vue ne resterait que la vue d'un point. Donc c'est bien de les diversifier, ces points de vue. Et c'est bien de douter. Et on pense que les entraîneurs de haut niveau, ils doutent pas. Alors moi, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, premièrement. Et même, je discute avec des entraîneurs qui ont 60 ans. Et même eux, je suis effaré de me dire, ils ont encore des doutes. Tu te rends compte ? Et pourtant, c'est des mecs qui ont fait des médailles. C'est des gens qui ont atteint le très haut niveau. Et ils sont encore pas sûrs de ce qu'ils font. Mais c'est incroyable de dire ça. Moi, ça m'a rassuré le jour où j'ai entendu un mec qui dit moi aussi je doute. Et c'était pas un peintre, le gars, quoi. Et c'est hyper important de dire ça. Faut arrêter de croire que c'est parce qu'on a la connaissance qu'on doute pas. Je fais un peu, je reviens un peu sur ce que tu dis. Il y a un sujet que je voulais aborder. Alors, c'est un sujet qui est un peu incontournable, évidemment, quand on parle d'entraînement. C'est tout ce qui est. Toi, ça va te faire un peu rigoler. On en a déjà parlé un peu en off, mais tout ce qui est méthode norvégienne, double seuil, ces trucs-là, parce que en fait, ça devient un peu central aujourd'hui dans le prisme qu'on a de l'entraînement, parce qu'évidemment on voit des athlètes hyper forts qui ne jugent que par ça. Et si je retrace un petit peu pas l'histoire réelle, mais si je retrace un petit peu la perception médiatique qu'on a eu de ça, on a eu donc Ingebrigtsen, Jacob et tous ses frères qui ont été les vrais ambassadeurs de ce genre de méthode, très scientifique, très dans l'approche du contrôle, très Et Jacob se fait un bon ambassadeur de ce message en disant oui, vous les Européens, vous courez comme des cons parce que vous allez trop vite en séance, vous cramez à chaque fois et tout ça. Mais il s'en amuse, ça aussi. Et il s'en a... Ouais, en fait, il fait exprès de donner ce message-là et c'est hyper important. Excuse-moi, je t'ai coupé. Et donc, il y a eu un peu cette perception de c'est quelque chose de nouveau. Il y a un mec hyper fort, hyper talentueux, un génie qui arrive avec cette approche-là. Et j'ai l'impression que sur certains points, par exemple, avec un public un peu plus novice, ils vont avoir tendance à ne juger que par ça. Et aussi à reléguer certaines performances à un stade un peu moins élevé en disant regarde là Jacob c'est le meilleur du monde parce qu'il fait du double seuil, alors qu'il y a aussi d'autres coureurs qui font pas du tout ça. Et c'est hyper important ce que tu dis, et ça rejoint ce que je disais avant. Je prends double seuil, je pourrais parler de plein de méthodes, c'est juste parce que et c'est ce qu'on disait, pour moi c'est illusoire de croire qu'une méthode est applicable à tout le monde. Ça serait, sinon ça serait hyper facile de faire de l'entraînement. Et c'est ce que je disais, c'est genre une recette permet forcément d'arriver à un bon gâteau, mais non, ça dépend du produit. Et en fait c'est la même chose, en fait Jacob c'est un extraterrestre, ça fait depuis 12 ans et la méthode il l'a développée pour lui. Et il y en a d'autres à qui ça peut marcher, et preuve en est, il y en a qui font du double seuil, peu importe les disciplines, ça marche. Je conteste pas la méthode du double seuil, ça fait ses preuves. Par contre de là à dire c'est la méthode de référence, non, c'est une grosse bêtise. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. Ça, c'est une des seules convictions que j'ai, par contre. C'est de vouloir appliquer un modèle pour tout le monde. C'est pas ça, la haute performance. Parce que tout ce que je viens de dire. Donc, le double seuil, oui, ça marche. C'est très bien. Mais il faut savoir d'où ça vient. La méthode norvégienne, d'où ça a été établi par les skieurs de fond. Donc, c'est des mecs qui faisaient du sport porté, beaucoup de volume, ainsi de suite. Donc, c'est très différent. La méthode norvégienne, elle a ses avantages. On peut citer quelques limites. Parce qu'un mec comme Jacob est très, très fort. Vraiment très très fort. J'ai rien à dire, c'est le meilleur. Il a un record du monde et ainsi de suite. Il gagne tous. Mais sur 1500, il s'est quand même fait avoir pas mal de fois. C'est vrai. Et parce que, attention, par contre, il est capable de courir 3,26, tu vois. Bref, c'est la course au record versus la course au médaille. En fait, c'est que du coup, forcément, quand tu développes beaucoup de qualités, tu peux pas tout développer. Et c'est vrai que il y a peut-être d'autres qualités dans son modèle d'entraînement qui fait que sur une course de 1500 mètres, il a pas pu travailler ça. Là, c'est hypothétique ce que je dis. C'est très facile de juger l'extérieur. Mais voilà, c'est une des limites qu'on peut apporter en tout cas. Donc, le double seuil, zéro souci.
Bon, par contre, je reste convaincu qu'on va proposer ça à des coureurs de 800, type plutôt 400-800, bah, on va les tuer parce qu'on va tuer leur mécanique de course. Et même sur des coureurs de 5000, 10 000, là je me permets de parler de Jimmy Gressier qui je pense n'a pas besoin de faire ses preuves. Je connais très bien son entraînement parce qu'avec Adrien Taouji, je vois ce qu'il lui propose. Il n'a jamais fait double seuil de sa vie. Ouais. Grant Fischer, il en fait pas, je crois pas. Ouais, je crois et pas ça l'empêche pas de faire des records du monde à tout va. Et les Kenyans, bon, j'en connais pas beaucoup qui font double seuil. Tu vois, au Kenya, c'est assez clair leur entraînement. J'ai pas eu cette chance, donc, mais... Tu vois, le double seuil, oui, pourquoi pas. C'est une méthode qui peut réussir. Mais il n'y a pas que ça. Il faut, je pense, arrêter de... Pour moi, c'est des effets de mode. Et ça, on l'a vu. Et on parlait de l'entraînement contrôlé. On croit qu'aujourd'hui, c'est une mode. Avec Adrien, et on n'est pas les premiers. Ça fait 8 ans qu'on fait des prises de lactate. On a fait de la VFC. On connaît très bien les limites du truc. Et si aujourd'hui, on en fait moins, c'est pas par fainéantise, c'est qu'on a peut-être atteint les limites de l'outil. On en fait toujours. Hein. Mais ça, je te le disais la dernière fois, ça fait 50 ans que ça existe. Il y a des gens qui ont étudié. Et c'est juste que, au bout d'un moment... l'élément clé dans notre prise de décision pour l'entraînement, c'est pas ça qui va nous l'apporter parce qu'on a atteint les limites de l'outil. Okay. Donc moi, tu vois, la philosophie de l'entraînement que j'ai rien appris, j'ai rien inventé, c'est de la transmission que j'ai eu de la part des entraîneurs qui m'ont formé. C'est je pars quoi d'une analyse de l'activité. Je prends ma distance, je prends l'athlète que j'ai et j'analyse. Et à partir de là, je construis ma planif. Donc je veux être fort sur 800 ou je veux être fort sur 15. Bon je me dis ok, il y a le 1500 qui est ma finalité. Avant je me dis va peut-être falloir, je fais de manière très schématique, mais bosser le secteur plutôt en dessous, le 800 ou 1000 mètres. Et en même temps il va falloir être fort sur le côté aérobie 3000 qui est hyper important. Donc je calibre un peu mes séances avec ça. Et en même temps plus j'avance, plus ça fait un effet entonnoir au bout du 15. Puis plus je l'élargis, plus avant ça va être le seuil, les sorties tempo, la prépa physique, il va y avoir différentes temporalités. Et du coup c'est encore une fois, on parle beaucoup de la VMA, moi je me cale pas sur la VMA, en effet c'est une terminologie qui est très française et franco-française, à l'étranger on parle pas de ça, donc moi je suis pas sûr que ça soit très pertinent, c'est quelque chose qui est très facilitant et je comprends pourquoi on l'utilise. Parce que c'est un truc qui en fait ça marche. En fait la VMA c'est la première vitesse à laquelle j'atteins normalement ma VO2 max et c'est une mesure indirecte parce qu'on peut pas le faire en laboratoire qu'on a trouvé sur le terrain. Donc c'est très bien, mais c'est encore une fois une valeur physiologique. Nous on fait de l'entraînement, on fait pas de la physio. Donc moi je décline par rapport à mes secteurs, 800, 1500, l'aérobie douce et ainsi de suite. Et j'ai mes allures associées, mes intensités, ma prépa physique. Et je fais cet effet entonnoir à partir de mon analyse de l'activité et à côté l'analyse surtout des forces et des faiblesses de mon athlète. Et c'est ça moi ma philosophie. J'ai rien inventé. Je me suis inspiré des entraîneurs que j'ai côtoyés, quoi. Ok, écoute, c'est hyper intéressant de voir un peu cette planification que tu as avec tes athlètes. Moi je trouve ça cool et sympa de ta part de rentrer un petit peu dans le détail de comment tu gères un athlète qui veut faire du 15 et de voir un peu quelles sont les phases que tu construis. Je voulais aussi te poser une question. Là, tu dis que tu resserres l'entonnoir, que tu fais des séances spé mais pas trop, que tu vas chercher un petit peu au-dessus, un petit peu en dessous et qu'il y a quand même à boire et à manger dans ton plan d'entraînement. C'est quoi toi ton retour sur les séances spécifiques ? Parce que un athlète amateur, un athlète même de bon niveau, mais qui n'a pas forcément l'opportunité d'être avec un coach aux petits oignons comme ça, dont c'est le métier, j'ai l'impression qu'il va avoir tendance à faire beaucoup de spécifiques et à se rassurer en se disant j'ai un 10 km dans 5 semaines, j'ai 5 séances spécifiques à faire, une chaque semaine, parce qu'il faut que je me rassure et ça va me faire bosser l'allure. En fait, il faut qu'on se mette d'accord, c'est-à-dire que le spécifique, toute chose égale par ailleurs, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Ouais. Donc sur du très court terme, j'ai n'importe quoi, je dois faire un 10 km demain ou la semaine prochaine, si je veux être sûr de progresser, en tout cas de voir où j'en suis, c'est le spécifique qui va m'amener le plus rapidement à cet objectif-là. Par contre, quand on a du temps, quand on fait du haut niveau, ainsi de suite, le spécifique ça use, premièrement, et de deux, on limite notre progression, parce que les effets ne sont pas durables dans le temps. Ouais. Donc c'est pour ça que chez des amateurs, on n'a pas la même vision que pour le haut niveau. Le spécifique, ça peut être plus pertinent pour de l'amateur. Pour le haut niveau, il y a cette pyramide, il y a ses bases à construire, il y a ses volumes à intégrer, il y a ses points forts aussi à combler, à perfectionner, ses points faibles à combler. Et en fait, le spécifique va arriver à la fin de mon entonnoir pour vraiment apporter cette touche pour finaliser ma planification. Okay. Et ça dépend, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ce que me disait Bruno Gagère. Lui, il me partageait un petit peu, et c'est vrai que maintenant, les cycles de spécifiques, ça peut prendre 3 semaines, et parfois pour les plus costauds, ils arrivent à faire 2 fois 3 semaines, espacées avec une semaine d'assimilation entre chaque. D'accord. Mais dans une année, hein. Ouais. Donc c'est sur
plus de 50 semaines, c'est rien au final. Ouais. Et c'est espacé par exemple à 3-4 jours parce que c'est aussi très exigeant et ainsi de suite. Et c'est vraiment la dernière pierre qui me permet de finaliser ma préparation. Mais encore une fois, dans notre système d'entraînement, on ne fait pas beaucoup de spécifiques parce que c'est fatigant. Et parce que vu qu'il y a de la fatigue qui est toujours cumulée différée, en fait, on peut pas faire des SP parce qu'ils vont pas retranscrire ce qu'on est capable de faire parce qu'ils sont pas en état de le faire. Ouais. Donc ça demande un certain état de fraîcheur. Et par contre, on peut en faire de temps en temps. Mais c'est à faire avec parcimonie, à bien emmener, il faut bien les préparer. Il faut avoir aussi cette visibilité de quand le faire, pourquoi on l'a fait et à quel moment. Ça, c'est hyper important. Parce que c'est un peu le discours, j'imagine que même toi tu vois ça, mais c'est un peu le discours classique de j'ai passé des bonnes spé, donc... logiquement, je vais faire le chrono c'est un autre danger que j'y vois en effet, c'est quand tu veux faire des SP et quand tu la passes, tu peux te croire arriver. Ouais. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux athlètes, c'est pas parce que tu une SP que tu vas être performant. C'est une condition qui a été nécessaire. C'est cool. Mais c'est loin d'être suffisant. Ouais. Parce que le plus dur, il reste à faire. Il faut aller jusqu'au bout et c'est la compète. Et ça, c'est vraiment le plus gros challenge. Et à l'inverse, et ça, je me suis battu avec des athlètes et les exemples que j'ai avec des athlètes de très haut niveau au jeu, où les dernières spé sont vraiment pas bonnes. Et ils ont battu leur record, voire le record de France à ce moment-là. Ouais, mais parce qu'il y a eu du doute. Et c'est pour ça que là, du coup, c'est autre chose. C'est là, pour arriver dans ce moment-là, c'est de la communication, c'est comment je mets en place de la confiance, alors que l'entraînement n'est pas le plus confiant par rapport à ce qu'on a connu avant. Ouais. Et c'est autre chose. Donc c'est pour ça, encore une fois, c'est une photo, et c'est loin d'être la vérité de ce qui va se passer. Ouais, bien sûr. Et justement, là, tu viens de dire un mot qui m'intéresse beaucoup, et ça va être un peu la dernière partie de cette, la dernière sous-partie de cette grosse partie qui était un peu ta construction de l'entraînement, comment tu gères l'individualisation de chaque athlète et tout ça. C'est le mot doute, parce que on a parlé là il y a quelques minutes un peu de la médiatisation du double seuil. Je pense qu'un des revers de cette médiatisation, alors c'est cool sur plein d'aspects parce que ça pousse les gens à s'intéresser à l'entraînement. D'une certaine manière, ça a peut-être mis des gens à la course à pied, ce qui est en soi une bonne finalité, je pense. Mais le truc, c'est que comme c'est hyper médiatisé, et comme ça fait un peu recette, pas magique, mais ça fait un peu recette, miracle qui marche, regardez avant, regardez après. C'est un modèle pour le grand public. Et tu dois avoir des athlètes qui doutent un peu de tout ça, parce que j'imagine que quand tu as Jacob qui se fait fièrement l'ambassadeur de cette méthode, je me dis que tous les coureurs de 15, à un moment donné, ils se sont dit, mais si je veux battre Jacob, c'est la seule méthode. Enfin, en tout cas, il faut que je fasse comme lui. Et heureusement qu'il y a des athlètes qui performent à très haut niveau et qui font pas ces méthodes-là. Ouais. Et heureusement qu'on en a. Mais tu as totalement raison. C'est avec cette visibilité des réseaux sociaux, c'est avec ce travail qui rend visible les bornes et ainsi de suite. Il y a beaucoup plus d'athlètes qui voient ce que font leurs concurrents. Et encore une fois, c'est là où on se méprend aussi, c'est qu'ils mettent bien ceux qui veulent. Et on croit. Et je vois parfois des gens qui me disent voilà, j'ai regroupé l'entraînement sur Strava. Et quand tu discutes un peu avec leur entraîneur, c'est qu'une partie où ils s'amusent aussi parfois à donner des fausses informations. Et je te jure que c'est vrai. Et donc, oui, des athlètes qui doutent, il y en a. Des athlètes qui pensent pouvoir s'entraîner, il y en a beaucoup. Et ça, c'est un vrai problème et un vrai fléau actuellement, je pense. Ouais. Parce que avoir un entraîneur, un athlète, pour moi, c'est deux choses qui sont indispensables. Une horizontalité, oui, avec l'expertise des deux qui avance, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'il n'y a plus confiance, du doute, il en faut dans les deux. Et heureusement, c'est ce qui permet d'avancer, de construire. Par contre, dès lors qu'il n'y a plus confiance, pour moi, on ne peut plus commencer à s'entraîner. Et moi, j'ai rencontré ce genre de situation où l'athlète n'avait pas assez communiqué, j'ai pas assez écouté non plus, il y avait un peu moins de confiance. Et on a dû échanger pour un peu remettre les points sur les i, aussi bien que lui. Et moi, j'ai mis de l'eau dans mon vin parce que j'ai fait aussi des erreurs. Et comment on fait pour regagner cette confiance-là, partir sur une base saine? Mais s'il n'y a pas ça, pour moi, il faut qu'il y ait séparation. Et je pense que ça va être dur pour vous, du coup, les entraîneurs qui sont pas forcément... là, tu vois, on a commencé l'épisode en faisant un petit aparté sur la capitalisation, la captation des visions différentes des entraîneurs. Mais j'imagine que ça va être hyper dur pour vous de montrer en fait l'invisible. Parce que quand on discute, bon là, on a déjà pas mal discuté. Moi, ce que je retiens en fait de ta philosophie de l'entraînement, de comment tu fonctionnes, c'est que ce qui fait la force de ton système, c'est ta capacité à capter tous les trucs invisibles. Tu l'as dit, le relationnel, la fatigue, c'est ce qui fait l'expertise. Et sauf que là, médiatiquement parlant, on se focus là-dessus parce qu'en fait, on voit les séances, la méthode, on voit un point de vue. Et c'est le problème. Mais comment est-ce qu'on montre ce qui est immontrable? Et c'est pour moi, il y a un biais de confirmation, c'est un biais cognitif qui est hyper important. Mais en fait,
les meilleurs entraîneurs, bizarrement, c'est pas ceux qui ont 30 ans, hein. C'est ceux qui ont un peu plus de bouteilles. Bon, il y en a qui ont 30 ans et qui sont très bons. Et du coup, il y a un facteur corollaire, c'est les plus expérimentés, c'est pas ceux qu'on voit le plus sur les réseaux. Ouais. Et non, mais c'est un vrai truc. Il faut aller chercher l'expérience et c'est pas sur les réseaux. Parce que les réseaux, ça va être qu'un point de vue. Et tout ce qui est invisible et ce qui constitue l'entraînement, c'est pas ça. Et heureusement, tu vois, c'est sur ce genre de discussion, c'est là comme on fait en ce moment, mais c'est aussi en allant chercher l'expérience et l'expertise d'entraîneurs qui ont déjà fait de la performance, qu'on va savoir ce qui marche, quoi. Et c'est pas en se disant j'ai vu un tel athlète qui a fait ça sur Strava ou c'est telle méthode et ainsi de suite. C'est faux parce que c'est en partie vrai. Donc s'il n'y a pas tout, c'est forcément qu'il manque des choses. Et c'est ça qui est hyper important pour moi. Et toi, vis-à-vis de... tu vois, ce qui est aussi intéressant, je trouve, dans cette démarche de questionner les entraîneurs sur comment ils fonctionnent, c'est que une des plus grosses différences peut-être qu'on n'avait pas avant, alors là tu l'as bien rappelé, hein, la méthode du double seuil, norvégienne, tout ça, ça existe depuis des décennies. Donc c'est nouveau pour le grand public, mais en fait pour des gens qui ont un peu de background physio et scientifique, en fait c'est pas forcément c'est pas si novateur que ça. Voilà. Mais un truc qui a par contre bien changé, c'est quand même l'accès du grand public aux données. Et toi, c'est quoi un peu ton retour sur cette capacité aujourd'hui qu'on a à trouver très facilement, très vite, plein de données sur l'entraînement? Il y a quand même du positif, parce qu'on regarde le niveau international, mais pas que le très haut niveau, même monsieur, madame, tout le monde. Il y a quand même beaucoup plus de gens qui courent. Ouais. Il y a des performances qui ont aussi considérablement... Il y a beaucoup plus de consistance même dans ce ventre mou de la performance. Ouais. Donc il y a quand même cet effet très positif. Et ça, je peux que être reconnaissant. À l'inverse, il y en a qui veulent un peu jouer aux apprentis sorciers ou data scientists, ainsi de suite. Et je pense qu'on s'y perd. Et je pense que ça peut être délétère pour le sport de haut niveau, comme on vient de décrire juste un instant. Donc il y a un peu ce revers de bâton, quoi. Ok, ouais, d'accord. François, quelques questions avant qu'on passe vraiment à la toute fin sur un peu ton futur, tes prochains projets et ce qu'on peut te souhaiter. C'est une question que j'ai posée pour l'instant à quasiment tous les entraîneurs que j'ai eus sur New Marks. C'est, selon toi, quelle est la pire erreur que tu pourrais commettre dans ton entraînement, dans ton travail, le truc où vraiment tu veux pas que ça arrive et tu conseillerais pas à ton pire ennemi entraîneur de attention, fais pas ça mec parce que c'est chaud. À croire que j'ai la science infuse, croire que je suis arrivé et laisser la place au doute. Okay. Dans une juste mesure, parce que trop douter au bout d'un moment c'est fatigant et puis ça va nous amener à plus faire des erreurs. Et en fait non, je vais dire plutôt accepter de savoir que je ne sais pas tout. Okay. Dire je ne sais pas, c'est une vraie qualité, une vraie compétence. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Non, mais c'est un truc qu'on dit, on s'en fout parfois et on s'en moque même des chercheurs. Mais même, je pense que c'est les meilleurs entraîneurs ou même les grands savants, c'est accepter et faire preuve d'humilité, de dire parfois je ne sais pas et je vais aller chercher la compétence chez d'autres et ne pas croire que les meilleurs ont que des convictions. Ils ont des points d'ancrage très forts par leur expérience et par leur savoir. Et heureusement qu'ils les ont, mais ils ont aussi cette place du doute qui permet toujours de se remettre en question. Donc, si je retranscris ce que je viens de dire, c'est accepter la remise en question qui est nécessaire. Je pense que c'est le meilleur conseil. Hyper clair. C'est quoi les pires croyances que tu as pu rencontrer sur l'entraînement ? Il y en a plein, j'imagine, mais c'est quoi un peu le truc où tu te dis il faut arrêter de penser ça? Tu vois, moi, j'ai quand même un parcours STAPS initialement, outre les diplômes après d'État ou fédéraux j'ai passé, j'ai quand même un profil initialement chercheur. Croire que l'entraînement c'est de la physio, et majoritairement de la physio, pour moi, c'est une erreur. Ok. Et j'ai commencé à entraîner comme ça en me disant mais ils sont nuls, les entraîneurs de haut niveau sont nuls. S'ils sont pas docteurs en physiologie, ils savent pas entraîner. Et j'ai jusqu'en licence, et j'avais même cette position parfois haute, de me dire l'entraînement c'est comme ça, c'est de la physio. Et de croire que c'est ça, je pense qu'on fait fausse route. Ok. Et c'est grave parce que ça va amener des raccourcis et on oublie tout ce qu'on a évoqué depuis le début du podcast. Donc moi je pense que faut pas avoir cet aspect trop réducteur de l'entraînement. Ok. C'est pour ça qu'on parle pas d'ailleurs. Moi j'ai du mal à dire la science de l'entraînement, c'est que c'est pas une science parce qu'on n'est pas là pour établir des modèles ainsi de suite. On en groupe plein de sciences, ça c'est certain, mais c'est encore autre chose à part entière quoi. Ouais, bien sûr. Bon, ça fait un peu office de réponse, mais après j'espère que tu as peut-être d'autres choses à mettre en avant sur la prochaine question, mais comme tu as dit, tu as commencé par STAPS, ça fait déjà pas mal d'années que tu bosses dans ce domaine-là. C'est quoi la chose la plus importante, la plus surprenante, on va dire, que tu as réalisée sur l'entraînement? C'est-à-dire, tu avais par exemple un préjugé, une conviction,
une certitude. Et en fait, là, aujourd'hui, si tu pouvais croiser le François Chiron d'il y a 10 ans, tu dirais, mec, attention, c'est pas ça que... Bah, c'est laisser la place à l'athlète aussi et lui faire confiance sur son ressenti. Mhm. Et même encore récemment, et tu vois, l'une de mes plus grosses erreurs en tant qu'entraîneur, c'est de ne pas avoir fait confiance à une athlète en particulier. Ça a eu des grosses conséquences, notamment pour elle, parce que ça lui a fait faire une saison blanche, elle s'est même parfois blessée, je l'ai sous-entraînée. Et je vais pas dire que je le regrette aujourd'hui, parce que ça m'a appris d'apprendre. Je regrette ce qui lui est arrivé, je regrette pas ce que j'ai fait, parce que j'ai beaucoup appris. Mhm. Mais si c'était à refaire, j'espère que j'aurais pu faire autrement, bien évidemment, parce que je ne souhaite pas ça. Mais laisser quand même cette place à ces athlètes qui ont cette finesse. Il ne faut pas oublier que leur corps, c'est le leur. Et ils ont, pour certains, pas tous, c'est la marque des meilleurs, je trouve, cette connaissance très fine de leurs sensations. Et c'est un peu mêlé à ce que je disais, il faut arrêter de croire que la physio, il faut arrêter de croire qu'on a le savoir. Il faut aussi faire confiance à des athlètes ou même aux collègues qui, eux, ont une autre expérience que la nôtre. Ok, ouais, hyper clair. Merci beaucoup pour avoir partagé un peu tout ça sur l'entraînement. C'était vraiment hyper intéressant. Je pense que ça va beaucoup plaire à tous les auditeurs, parce que c'est quand même le retour que les meilleurs épisodes, c'est ceux avec les entraîneurs. Donc j'en donne un de plus. Donc merci de nous donner tout ça. Écoute François, l'épisode il touche à sa fin. Je pense qu'on peut prendre encore quelques minutes pour parler un peu de la suite, parce que tu l'as très rapidement glissé au tout début de l'épisode. Donc là, aujourd'hui, tu as ton poste, tu as ton projet avec Polygone, avec tes athlètes, tout ça. Mais il y a une suite aussi pour toi. Là, tu vas commencer une Suisse. Voilà, tu vas commencer un nouveau boulot très prochainement. Moi, je t'avoue que on en a très peu parlé, donc je découvre aussi un peu les détails en enregistrant l'épisode. C'est quoi cette suite, du coup, pour toi ? Alors, je me suis mis volontairement au chômage en septembre pour finaliser ma thèse et être tranquille. Ouais. Et au début, je me dis, je vais faire une année chill, où je vais faire ce que je veux. Et en fait, il y a Louis Heyer, avec qui j'échange assez régulièrement, qui est parti de ses missions d'entraîneur national de Swiss Athletics, donc la fédération suisse d'athlétisme. Et j'ai vu l'offre passer, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, il me fait bah ouais t'as le poste, j'ai un athlète Morgan Le Guen qui me dit je pense que t'as le profil, et moi je me dis mais c'est impossible, j'ai 27 ans à l'époque, il y a quelques mois j'avais encore 27 ans, ouais. je peux pas postuler un poste de, en fait il faut se rendre compte c'est le poste de manager, et c'est vrai que même encore moi aujourd'hui je pense que je suis sous-qualifié pour ce poste-là. Bon, ça c'est mon problème. On le dira pas à tes boss. Chose. Non, mais après attention, j'ai passé il y a eu 4 étapes de sélection, dont à la fin c'était 2 heures d'entretien un peu avec de l'anglais et ainsi de suite. Donc voilà, si j'ai le poste, c'est qu'ils estiment peut-être que j'ai les compétences. C'est autre chose que moi j'estime que je les ai peut-être pas et je vais les avoir, tant mieux, ils me font confiance aussi là-dessus. Et donc en novembre je postule, il y a eu plusieurs étapes de sélection, et fin décembre, le 28 décembre, j'ai appris que j'étais retenu pour le poste d'entraîneur national du demi-fond et du fond très stylé. Suisse. Donc c'est un poste auquel je m'attendais pas, qui n'était pas planifié, je reconnais. C'est une belle marque de confiance. Je vais pas mentir en plus, je vais pas dire que ça me fait flipper, mais j'ai beaucoup de questions et j'espère que je serai à la hauteur. Je pense que j'ai aussi des compétences que je peux faire valoir dans cette prise de fonction. C'est très valorisant parce qu'en France, c'est certain que j'aurais jamais eu un poste comme ça. Ouais. Là-bas, je vais avoir 20 athlètes à m'occuper. Là, j'ai la chance de partir au championnat d'Europe en tant que membre de la fédération et représentant, hein, donc je vais manager ces athlètes-là. C'est quand même une belle opportunité. Je sais que je vais apprendre, et j'espère surtout que je vais aussi pouvoir. Le but, c'est pas que pour moi, c'est d'apporter mes compétences à Swiss Athletics d'entraîneur, maintenant d'entraîneur national. Je pense que mes compétences scientifiques, on les ont aussi intéressées. Donc voilà, jongler avec toutes les casquettes que j'ai accumulées jusqu'à présent pour en faire bénéficier cette fédé, quoi. C'est trop cool. T'es content ? Enfin, j'imagine, sinon t'aurais pas dit oui, mais... Oui et non, je t'avoue que quand c'est drôle, les personnes qui m'ont vu le premier jour, mais pourquoi tu fais la gueule ? Et c'est vrai, j'ai été très stressé à me dire, mais est-ce que j'accepte ou pas ? Et j'ai très longtemps hésité parce que je me suis dit, non, je suis pas prêt à le faire. Et en fait, beaucoup de collègues avec bienveillance m'ont dit, tu pars en tant que jeune docteur, jeune entraîneur, et tu vas revenir avec une autre expérience en tant que collègue. Et là, c'est vrai que ça va être un tremplin, je pense. Je vais prendre d'autres expériences qui vont être bénéfiques. Et à l'inverse, c'est cette crainte de me dire, j'avais envie d'entraîner maintenant. Et tu vois, j'ai jamais eu encore de stabilité, je pense, jusqu'à présent, de me dire, j'ai toujours appris.
J'ai fait la thèse, j'ai appris en tant qu'entraîneur, j'ai validé à chaque fois toutes les étapes avec des diplômes ou des compétences. Et j'avais enfin envie de mettre tout ça en application et de dire enfin je peux entraîner et faire que ça. Ouais. Bon bah j'ai cette opportunité, il faut bien que je gagne ma vie aussi au bout d'un moment. Et c'est ça où je me dis ouais, le chômage c'est bien parce que je peux faire ce que je veux, mais c'est pas une solution fin en pérenne. Ouais. Et là c'est un job alimentaire, mais je pense qu'il y a pire comme job alimentaire. J'aurais pu trouver quelque chose qui n'est pas aussi stimulant. Ouais. De me dire que ça va me stimuler, je vais apprendre, c'est vraiment hyper positif. Je pense que je vais aussi beaucoup leur apporter. Mais il y a toujours ce truc de me dire, bah, je suis encore en fait un peu en construction et je vais pas me stabiliser. Donc c'est un peu cette ambivalence-là. Mais je suis par contre très content de me dire qu'on me fait confiance. Ouais, c'est une belle preuve. C'est une belle preuve. Et par contre, non, je suis très reconnaissant qu'on me fasse confiance. Et j'ai hâte parce que c'est un beau challenge. Non, c'est un beau challenge, c'est certain. Mais je sais pas parce que j'ai travaillé pour Swiss Athletics que je remercie et vraiment je vais m'impliquer à 100%, mais que je reste entraîneur quand même d'athlètes de l'équipe de France. Je reste français et avec ça me tient à cœur que notre équipe de France se performe. Bien sûr. Mais c'est vrai que maintenant ma fonction c'est faire performer des athlètes de l'équipe de France, mais faire performer surtout de l'athlète. Pas trop quand même, j'espère. Malheureusement, malheureusement non, c'est mon job et j'en suis heureux et fier de faire performer l'équipe suisse. Non, mais c'est cool. Donc c'est des choses qui vont se nourrir aussi. Oui, c'est sûr que on oublie un peu ce côté français, pays et tout, c'est quand même une belle opportunité. Mais c'est leur intelligence. Dire, ils m'ont demandé comment je pensais continuer à entraîner Nico par exemple, et ainsi de suite. Et eux, ils voient pas de conflit d'intérêt. Et c'est toute leur intelligence dans le management. Ils m'incitent encore à continuer. Eux, ils disent attends, c'est trop bien, on a un Français qui vient, donc pour l'organisation des compétitions sur le territoire suisse, il va apporter son expérience. Mais même pour nos athlètes, quand ils veulent arriver en France, c'est une porte d'entrée. C'est une autre. Voilà, eux, ils sont vachement dans l'échange. Ils ont cette intelligence dans le management où parfois nous, on a un peu cette rigidité. Et c'est parfois moi ce qui m'a un peu embêté, ce qui a fait des fois que les institutions, et quand je dis je suis pas facile à manager, c'est que quand j'ai une idée en tête, c'est difficile de me faire un peu digresser. Et là, je sais qu'ils sont beaucoup plus, contrairement à ce qu'on pense, ils sont beaucoup plus souples dans le cadre. Et c'est ce qui m'a fait dire go quoi. Ouais, super. Et ça, alors, ça donnera l'occasion de faire un 3e épisode plus tard, 1 an après. Mais en 2 mots, ça va consister en quoi exactement ton périmètre ? Parce que là, tu as dit que tu vas être entraîneur du demi-fond national. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que les 20 athlètes de l'équipe suisse, ils vont suivre ton plan ? Non, c'est exactement. Beaucoup plus managérial que ça en fait. C'est exactement ça, c'est très managérial. En fait, le nom c'est entraîneur national, mais je fais pas de plan d'entraînement. Sauf, en fait, mon but, moi, au premier, c'est de mettre les athlètes et avec bien sûr leurs entraîneurs dans les meilleures conditions pour être performants pour l'équipe suisse. Ouais. Je pourrais aider dans les plans d'entraînement s'il y a des questions, c'est-à-dire que je fais le rôle de conseiller vis-à-vis des coachs. Je pense qu'ils sont grands et qu'ils n'ont pas spécialement besoin de moi. Parfois, par contre, il y a des athlètes qui sont un peu esselés. Ça arrive déjà, là, j'ai 2-3 athlètes qui n'ont pas de coach, ça se passe pas bien. Il y a du rôle de conseil dans l'entraînement. Peut-être leur trouver un entraîneur aussi. En France, bref, il y a ces passerelles-là. Donc, c'est comment je peux organiser la performance sur le territoire. Je suis en lien aussi avec les organisateurs des compétitions. Il y a même 2 Diamond League sur le territoire. Donc, voir comment on peut manager pour faire entrer nos athlètes. La représentation lors des grands championnats. Donc, en tant que manager, c'est les accompagner jusqu'à la chambre d'appel. Mais ça demande de rentrer en contact avec leur coach, savoir comment eux, ils voient les choses, aller à leur rencontre sur le terrain pour être vraiment plus proche d'eux et répondre à leurs besoins pour pas arriver comme une fleur le jour de la compétition. Et l'organisation de stages, mais c'est un peu différent en France où en fait les athlètes ils ont une enveloppe et les stages ne sont pas payés par la fédération. Par contre, là où en fait c'est ça qui va être très bien. Si je peux pas partir en stage avec mon équipe perso, je peux créer un stage national suisse. Ah oui, d'accord. Et donc en fait, là où je suis peut se créer un stage, mais c'est libre à eux de venir ils ont leur budget, ils choisissent comment ils le dépensent. Exactement. Et moi je peux en créer. Je peux réserver des choses comme ça, mais c'est à leurs frais. Et si je suis là, tant mieux. S'ils veulent pas être avec moi, c'est pas grave. Donc non, il y a beaucoup de liberté. Moi, j'avais envie de développer là-bas aussi la formation des coachs, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, il y a peu de professionnalisation, je crois. C'est un petit pays aussi. Et c'est un plus petit pays. Il y a beaucoup de compétences et je pense qu'il faut vraiment essayer de valoriser tout ça et créer du lien et ça va être un peu de challenge. Ouais, ça va être top. J'imagine aussi qu'il y a beaucoup de moyens. Peut-être, je me rends pas, j'ai aucune connaissance de le budget suisse par rapport aux Français et tout ça, mais j'imagine que par souci de discrétion, je vais pas donner, mais non, ils ont pas plus de moyens. Je veux dire, c'est proportionnel, mais c'est pas les mêmes choix par contre. C'est-à-dire que les athlètes sont des athlètes professionnels, ils ont leur bourse. Par contre, il n'y a pas de
la Fédé ne met pas à disposition, je te dis, une enveloppe pour organiser des stages. Par contre, dans l'accompagnement scientifique, il y a plein de prestations qui peuvent être proposées. Il y a vraiment un accompagnement qu'ils peuvent faire lors des championnats. Et puis, il y a un lien qu'on va essayer de créer. Donc, c'est à moi aussi d'inventer un nouveau style de management, quoi. Mais il n'y a pas des moyens démesurés. À l'inverse, il n'y a pas de sous-moyens par rapport à d'autres. Et du coup, tu vas aller en Suisse ? Tu vas devoir déménager en Suisse ou tu vas rester c'était une de mes conditions. Paris, ouais. C'est un poste de manager. Donc l'avantage c'est que ça peut se faire de n'importe où. Ouais. Donc je reste domicilié à Paris. Cool. Mais par contre avec des allers-retours. Donc là typiquement je vais enchaîner les championnats nationaux après une réunion et puis après je pars à Apple d'Orme au championnat d'Europe. Donc en fonction des périodes qui vont être plus ou moins denses, je vais parfois bouger toutes les semaines. Après pas bouger pendant peut-être 3 mois. Ouais. Et donc c'est en fait en fonction des besoins et de la période. Donc on est bien loin de l'année pépère post-thèse que tu nous avais vendue au début, quoi. Même moi je t'avoue que c'est un peu ce qui m'embête et c'est vrai que je reconnais que j'ai peut-être besoin de vacances et j'ai hâte d'en prendre. Ouais. Et en même temps j'aurais été je pense bête de pas saisir cette occasion. Il faut y aller, j'imagine. Ouais, et puis voilà. Mais c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même ce dilemme-là. Tu vois, j'ai 28 ans et comme je dis, j'ai eu des soucis de santé qui font que je me pose quand même pas mal de questions. Et je me dis à quel prix. Bon, là, je me redonne ce challenge-là et je regrette pas. Mais j'ai toujours cette petite voix qui me dit fais attention. Lève le pied. Ouais, faut faire gaffe. Et là, par contre, je me suis donné une phrase, je me dis maintenant il faut que je profite aussi, que j'aime, il faut que je fasse ce que j'aime, et si j'aime pas j'arrêterai. Il faudrait un entraîneur des entraîneurs en fait. Par contre non mais parce que toi tu prends les feedbacks, mais qui prend tes feedbacks? Moi j'ai la chance et ça j'ai pas honte de le dire, j'ai été suivi par une psychologue et heureusement que je l'ai eu d'ailleurs. Elle m'a beaucoup aidé et c'est assez important et en fait avoir un regard extérieur parfois sur nos états de pensée, parce moi je manque d'objectivité parfois sur sur mes croyances et c'est hyper heureusement que j'ai eu ça. On me dit mais François parfois tu penses n'importe quoi et du coup c'est bien d'avoir ce regard extérieur. Ah mais c'est super. Bah écoute, merci beaucoup François. Je pense qu'on s'est malheureusement pas tout dit, mais je pense qu'on en a assez pour aujourd'hui. Ça donne mal, je crois. Il faut laisser un peu de matière pour les prochains. Donc merci infiniment d'avoir participé une seconde fois à New York Marks. J'espère que ça t'a plu. Je crois que la première fois ça t'avait plu, donc là j'espère que... Un plaisir. Et merci à toi pour ce que tu fais. C'est de la qualité, c'est un plaisir d'échanger, on voit pas le temps passer. Donc merci pour ce que tu fais. Bah écoute, avec grand plaisir. Pour conclure très rapidement, les petites questions de fin d'épisode. Est-ce que tu as un message à adresser à tous ceux qui nous écoutent, je sais pas, un message, un conseil, une conviction, un petit mot de la fin Un conseil, être aligné entre nos croyances et ce qu'on veut faire, sinon ça emmène à beaucoup de souffrance, je pense. Donc être aligné, c'est hyper important, surtout aujourd'hui quand on voit un peu l'état de la société. Je pense que c'est hyper important d'être aligné avec ce qu'on est. Ok, très clair. Est-ce que tu aurais des invités à me recommander ? Alors, cette question, moi, elle me met toujours en porte-à-faux parce que vous me recommandez tous des super invités qui sont soit très compliqués à avoir, soit j'ai pas forcément le temps de traiter tout le monde. Donc écoute, je pose la question, je prends, et ça se trouve, il faudra attendre 10 ans avant d'avoir les gens qui me recommandent. Je vais te donner quelques personnes, mais t'as ma parole que du coup je leur parlerai aussi, et cool. J'espère qu'ils viendront. La première, c'est une femme, c'est Christine Anon. Qui est une personne incroyable parce qu'elle a été athlète de haut niveau, elle a été directrice du labo de recherche de l'INSEP, elle est préparatrice mentale, elle a été coach et préparatrice physique. Bon, elle coche beaucoup de cases et en plus elle est tellement humble qu'elle le dira pas tout le temps. Donc première personne hyper incroyable et ça a été ma directrice de thèse. Donc je suis pas objectif mais quand même. Bruno Gagère, nécessairement un entraîneur, je pense qu'il faut qu'on capitalise avant qu'il parte à la retraite, même si attention, faut pas l'enterrer, il est encore là, mais il a quand même fait beaucoup de performances heureusement. Et puis Adrien, je suis pas objectif mais c'est lui qui m'a un peu biberonné, donc j'avais déjà échangé avec Adrien au tout début de New York Marks, mais question de calendrier, planning et tout. Il est pris, ça c'est forcément. Mais je reviendrai à la charge, promis. Parce que, et en plus de ça, ils ont ces 3 personnes qui ont des qualités humaines exceptionnelles et outre leur expérience et leur expertise, ça vaut le coup de faire leur rencontre. Ok, super. Ce qui me rassure, c'est que c'est des noms que je découvre pas, donc ça veut dire que je maîtrise un peu le truc. Je crois que tu connais ton sujet. Et dernière question, où est-ce qu'on peut suivre ton travail si jamais il y a des curieux, tu vois, qui veulent un peu approfondir ou qui ont adoré ce qu'ils ont entendu ce soir et qui veulent intégrer un peu ton expertise à leur quotidien. Est-ce que tu as Instagram, LinkedIn, un blog ? Je crois qu'on avait déjà parlé de ça aussi. Bien sûr, il y a toujours la page Instagram, François Chiron, il y a celle de mon groupe d'entraînement, le Polygone. En tant que chercheur, donc je suis entre guillemets Googleisable. Donc il y a Google Scholar. Google Scholar, il y a mes publications scientifiques. Nature. On regarde François Chiron, mes sports et on trouvera. Après, il faut avoir les
faut avoir les capacités de lire aussi ce que. Après, avec un traducteur, ça se fait bien. Et puis, par contre, il y a mon manuscrit de thèse. Ouais. Et puis, il y a 2-3 trucs de vulgarisation que j'ai fait. Là, il y a une vidéo, je pense, qui a été bien faite par Gaël Fortin. Donc, ça, c'est très bien. On la retrouve sur Internet, sur YouTube ou sur les réseaux. Des articles de vulgarisation sur Génopole par l'université, qui est très bien fait sur tous les sujets de recherche ou même sur l'entraînement. Puis, j'avais fait un truc avec Running Collective à l'époque aussi. Donc, cool. Sur l'ASP. Donc, voilà, il y a de quoi faire. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup François. Merci pour le temps que tu m'as consacré et que tu as consacré aussi à tous ceux qui vont nous écouter. Il est hyper tard, il est pas loin de minuit, donc on a fait une grosse séance, on est fatigué. On se dit au revoir et puis on va aller dormir, plaisir. Boire un coup et manger un peu. Merci en tout cas. Merci François. À très vite. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode avec François Chiron. J'espère qu'il vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses sur l'entraînement. En attendant, n'oubliez pas de faire du sport, de mettre vos chaussures et surtout d'aller courir. À très vite pour un prochain épisode.